Ceci est un livre audio autogénéré par Google. A. À l'insu du souvenir, Paris, Maspero, 1980,134 p. Recueil de poèmes de Tahar Ben Jelloun, 1944, Maroc. À l'insu du souvenir, surgissent à néanmoins un visage ou une voix, un regard ou une senteur, une lumière et une terre, un chagrin, une nostalgie, un écœurement et un brusque accès de colère, un pays perdu, un refus, une vie déchirée, un destin brisé. Tels des cristaux qui saillissent de la mémoire occultée, ces bribes s'imposent à la conscience transcendée de l'exil et du temps. Évoquant tour à tour l'absence et la présence, le corps et la place, l'écriture et le non-lieu, cette parole, incessante, imprévisible, dérangeante et douloureuse, toute vouée au conflit politique et à la lutte pour la justice, ne reconnaît plus de territoire que le langage. Et celui-ci, lui-même migrant, traduit les éclats d'une mémoire en éclats. Pourtant, sans doute dans une volonté de récupérer et d'apprivoiser cet afflux de souvenirs épars, le recueil de poèmes à l'insu du souvenir, d'abord publié en 1980, s'ordonne en 6 parties dûment répertoriées et numérotées. À ma patrie est un visage, et la mort est une prairie émue par le silence, regroupant des poèmes chantant la terre et la rupture, la mort et l'absence succèdent, nouvelles du pays et un pays à l'insu du souvenir, en prose et en vers libre, où le poète criait l'apostrophe. Injustice et la douleur du pays volé et de la vie broyée, avant-regard et éloge du refus, qui tout en prose, conclut ce témoignage militant en illustrant une fois de plus le credo de la poésie de Tahar Ben Jelloun qui s'énonce dans le poème natal. Le pays est de partout et la langue est sa semence. Ma patrie est un visage, titre de la première partie et du premier poème du recueil, donne le ton. La patrie, le regard et la lumière renvoient à la violence, à l'exil et à la rupture, à l'instar de la patrie violée ou dépossédée que seule sauve l'écriture. Que d'éternité dans la moisson des syllabes réunies pour parer à la souffrance. 21. Prononce le poète qui use d'un éclat de verbe pour inverser l'usure. 22. La patrie, devenue poème, devenue mirage, tel cet amour en dérive d'exil, aux mains errantes sur l'eau tiède de la mort mendiante au seuil de l'île, comme un amant éconduit et échoué, la patrie, enjeu ou destin s'effrite à la manière de la terre abandonnée. Mais face à l'oubli, un ordre résonne, fait ta demeure dans la parole retenue sur la rive d'une phrase. Égarant toujours les mots parmi les herbes, dans le verger du souvenir, la deuxième et courte partie intitulée « La mort est une prairie émue par le silence », en s'ouvrant sur l'évocation de la mort d'un ami, explore les limites du langage, assiégé par l'absence irrémédiable que seul peut traduire le silence. Au corps absent laissé sur l'autre rive. 28, sable ou givre au gré du vent, ne se substitue rien que les mots et ces couleurs du souvenir ardent pour voiler la blessure, substrat dérisoire et intimidé de l'expression ultime du temps qui passe. Dans Nouvelles du pays se rassemblent pêle-mêle la tragédie et la tradition, la torture et l'exil, l'attente et la vie confisquée, la solitude et l'arbre, témoin des coutumes perdues, la honte et la déchéance. Chant douloureux, arraché au fleuve du temps, nostalgique des figues et des olives partagées et du pain au goût de terre, envieux de l'extrême douceur des choses. 50, qui assoupit la douleur, les poèmes de Nouvelles du pays n'annoncent rien que le martyre d'un enfant anonyme. 41 à 42, la terre bafouée et la femme trahie, le haïdou évanescent et la lumière voilée. Tandis que le peuple immuable, asservi au mensonge, profère la parole vraie et contient sa violence. 66. Il est un pays dit par la lueur du temps à l'insu du souvenir. 81. Ce poème en vers libre cristallise le propos militant des un pays à l'insu du souvenir. Le pays existe, même ravage par la lie et la mort. 70, même dispersé aux confins de l'errance, même solitaire au fond de l'exil. Il se perpétue dans le choc des images et des émotions qui assaillent à mémoire pantelante et vengeresse. Jusqu'à la terre nubile de nos solitudes nous porterons la légitime violence, la fièvre haute de l'errance, la mort semée au lointain de nos rives. 96. Le Liban, la Palestine, les massacres et les camps, tout ce sang et ce saccage n'éteignent pas la parole, vestige du passé et semence de l'avenir. Quant au présent, il s'ancre dans le ciel changeant d'une ville d'exil où se perd, le temps d'un instant, le regard d'un exclu qui, tel Moa le fou et ses frères les Indiens d'une prairie qui avance. 97, aperçoit juste avant le crépuscule, la rassurante lueur du temps en marche. Dans Regard et éloge du refus, tout en prose, à l'exception des angoisses pour en rire, dont les accents rappellent ceux de la réclusion solitaire,
Le poète vagabond saisi au hasard de ses errances, le regard sevré, 108 à 109, évocateur de la plus haute des solitudes, ou la parole moqueuse, 106 à 107, à moins que ce ne soit le rire de l'arbre, 105. Que les amandiers sont morts de leurs blessures nous avait fait connaître, ensuite, Tunis et le Caire comme des éclats dérobés au quotidien, puis des traces exemplaires, celle de Genet, Magritte, enfin celle de Goa le fou, qui parle par parabole parce qu'il connaît la pudeur sans trempe. Reste la langue, avatar multiple de la souffrance et du temps dont l'écrivain est l'hôte entêté et non l'otage. Car les mots dans toutes les langues disent et témoignent. Et l'écrivain, tel l'hôte imprévisible de toutes les langues, les transcrit à l'insu du souvenir, à l'insu de l'oubli. Agnès Hafez Ergo. Agadir, Paris, Seuil, 1967, 143 p. Récit poétique de Mohamed Kahir Eddine, 1941-1995, Maroc. Le titre de l'ouvrage donne d'emblée un ancrage temporel et géographique à ce récit poétique. Agadir, nom de la ville marocaine détruite par un séisme en 1962, est avant tout promesse d'un type de discours, historique et sociologique. Néanmoins, l'effet de réel attendu est immédiatement écarté. Le lexème Agadir n'apparaît jamais dans le récit, et si le narrateur annonce maintes fois le récit du tremblement de terre, c'est pour mieux repousser l'instant de l'évocation qui est remplacé par la relation circonstanciée mais gratuite de ces faits et gestes quotidiens. Le narrateur nous fait pénétrer dans un monde de ruines et de désolation, dans un cadavre de ville qu'il ne parvient pas à décrire. Le récit met ainsi en spectacle la négation du lieu réel annoncé initialement par le titre, mais ce vide laissé dans la narration est aussitôt compensé par l'exploration de divers espaces réels ou imaginaires. Par métonymie, Agadir va tout d'abord désigner le Maroc dans sa totalité, qui se décompose ensuite en villes et en paysages de symboles. Ainsi les trois villes qui se substituent à Agadir ont pour caractéristique de représenter chacune un temps et un règne. Marrakech désigne la cité des origines liées au premier roi almoravide. Rabat permet de mettre en scène le pouvoir chérifien présent avec son cortège de gardes et de courtisans, tandis que Casablanca suggère la révolte qui couve, la menace qui pèse sur la monarchie actuelle et fait envisager la possibilité d'une république et d'une résurrection du peuple. Par le biais de la personnification, l'auteur nous révèle ensuite le vécu de la population et indique que l'espace géographique, matériel ne l'intéresse guère, ou plutôt, que celui-ci ne sert que de prétexte à l'exploration des espaces sociaux et à l'analyse des mentalités. Le séisme symbolise alors l'écroulement des valeurs. Ce séisme éthique met à jour la déchéance des membres d'une communauté aux lois sclérosées dont le narrateur ne veut plus. L'imagination et le délire prennent dès lors le relais pour combler le refus du réel. L'écriture onirique et délirante autorise le décloisonnement de tous les espaces-temps et facilite la construction d'une cosmogonie totalement fantaisiste qui mène le narrateur dans l'euphorie. À force de rêve, celui-ci se crée de nouveaux horizons, s'achemine vers un exil interminable qui lui permet de découvrir des lieux d'utopie, la Sudique et la ville étoile. Dans ces espaces utopiques, sans architecture et dont les fondations sont les contre-valeurs exactes de la société niée, le narrateur se réconcilie avec lui-même et renoue avec ses aspirations profondes. En effet, si son regard s'est détourné de la ville détruite, c'est pour mieux se poser sur sa propre vérité, pour mieux prospecter dans un paysage intérieur trop longtemps dissimulé. Dès l'incipit, la narration est prise en charge par une instance anonyme, un jeu à l'identité vacant. Cet individu dépersonnalisé ne se définit tout d'abord que par sa mission et les ordres qui lui sont communiqués par sa hiérarchie. Progressivement, la ville prend possession de son esprit, l'oblige à revenir sur ses certitudes. Le chargé de mission, au service de la monarchie chérifienne, se découvre alors esclave du mensonge et d'une tyrannie imposée à lui comme aux autres. Métamorphosé en mois rocaille, il constate qu'il ne tient pas plus debout que la ville, l'un et l'autre ayant été secoués par la même force sismique qui a raturé leur apparence de surface. La quête spatiale du narrateur consiste alors en une récupération de soi, un retour sur l'être oublié, refoulé par suite de sa soumission aux ordres et à l'éducation. Affranchi par le séisme de toutes les lois extérieures à sa volonté, il s'évade du jeu social pour naître enfin et trouver son essence. Soumis à une épuisante saignée, il s'efforce de se réinventer, de se réécrire une carte d'identité véritablement personnelle.
Ce juif errant achève volontairement son périple en jeu vierge, hors de toute péripétie, débarrassé de toute histoire, de toute mémoire également, installé dans le présent uniquement et dans l'instant à vivre dans toute son intensité. Agadir est donc le siège d'une expérience nouvelle pour je qui, par le drame, est délesté du passé, du poids de l'objectivité et de la raison. Le séisme, en dévoilant un manque à être, libère les forces du désir et de l'inconscient qui entraînent vers une inflation de mots et d'images. L'espace de la création poétique devient progressivement la préoccupation principale du narrateur. Celui-ci pressent que sa propre vacance identitaire se résoudrait idéalement dans une nouvelle fonction, celle d'écrivain. Il n'a de cesse que d'établir le cadastre textuel. Il exhibe le travail de la narration afin de souligner combien tout dépend de sa seule volonté capricieuse. Il revient avec force sur l'invalidité des procédés de narration traditionnels et soumet l'activité narrative au désordre de la catastrophe. Les stratégies textuelles mises en œuvre détruisent la narration pour désigner l'écriture comme espace de mots qui s'affrontent, s'entrechoquent violemment dans des structures tributaires des tensions de l'imaginaire. Agadir est donc une réflexion sur la société marocaine et ses valeurs, sur l'individu et son aliénation, sur l'écriture poétique et ses pouvoirs. M. Khaireddine nous conduit vers les profondeurs de l'être et du verbe, mais présente ce récit poétique comme une esquisse de l'œuvre à venir, œuvre idéale, le poème. Il satisfait sur tous ces points les exigences d'écriture et les orientations thématiques prônées par les jeunes rédacteurs de la revue Souffle, et notamment mises en pratique par l'Abbé Lila Ibrahim. Agar, Paris, édition Correa Buchet Chastet, 1955, Paris Gallimard, 1984, 190 p. Roman d'Albert Memmi, 1920, Tunisie. Agar raconte l'histoire semi-autobiographique d'un couple mixte dans les années 1950. Il est tunisien et elle, française. Leur mariage est voué à l'échec dès le début. Les personnages principaux se rencontrent lors de leurs études à Paris. Issu d'une famille juive, il étudie pour être médecin et compte rentrer chez lui en Tunisie une fois ses études terminées. Marie vient d'une famille alsacienne. Elle étudie la chimie et habite à la cité universitaire. Elle est blonde, a les yeux bleus, l'opposé par excellence de son mari qui est brun frisé de type nord-africain. Pendant qu'ils vivent à la cité universitaire, il règne au sein du couple une certaine sérénité en dépit de leurs différences apparentes. Minces tous les deux, proportionnés l'un à l'autre, nous formions paraît-il un beau couple, malgré nos contrastes, peut-être aussi à cause d'eux. Elle, très blonde, moi très brun, elle si fille du Nord, moi tant méditerranéen, 37. Les différences sont supportables tant qu'ils sont tous les deux à Paris en milieu universitaire. Les difficultés deviennent évidentes une fois que le narrateur décide de rentrer à Tunis pour y exercer le métier de médecin, emmenant son épouse avec lui. Là-bas, Marie déteste tout, ses beaux-parents, les fêtes juives. En elle, les malaises s'accumulaient jour après jour pour éclater d'un seul coup 48. Au bout du compte, le mari admet qu'il connaissait mal sa femme. Comment aurais-je pensé que loin de s'adapter à ce monde nouveau, il lui devenait lentement insupportable. 48. La naissance de leur premier enfant n'apporte pas beaucoup de joie à la famille. Marie conteste la validité de leur mariage à l'occidental, quand elle est obligée par son mari et sa famille de faire circoncire son enfant. La vie du couple devient un enfer. Peu à peu le mariage tombe en miettes, et tous les deux avouent l'impossibilité de faire les concessions nécessaires pour rester ensemble. Finalement, Marie quitte son mari. Agar est le deuxième roman de Memmi. Dans une interview accordée à Souffle en 1967, l'auteur souligne que c'est dans ce roman que se trouve peut-être la clé de son existence actuelle. Le livre présente un témoignage sur le conflit personnel de la vie d'un écrivain qui s'est trouvé dorénavant reprise, orientée, confrontée elle-même par le choc du mariage mixte. Memmi remarque : « Il a fallu que je demande qui j'étais, qui j'avais été jusqu'ici et qui je devais devenir pour arriver à vivre dans ce monde nouveau qui s'offrait à moi. » Le livre expose beaucoup plus que les conflits au sein d'un mariage mixte. C'est aussi un clin d'œil à la vie d'un écrivain dont la sensibilité est partagée entre son cœur africain et son esprit formé par ses études en France. Symboliquement, l'œuvre de Memmi est un résumé des relations entre deux partenaires coloniaux et de la façon dont leur vie entière, leur figure,
leur conduite se trouve commandée par cette relation fondamentale qui les unit l'un à l'autre, dans un duo inexorable. Le titre Agar se réfère à la Bible, à une petite citation de l'Ancien Testament. Or Sarai, femme d'Avram, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne, nommée Agar-J. Genèse 16:1, que Mémie insère subtilement au début de son livre. On a là un indice de l'angoisse culturelle vécue par l'auteur. Agar, ou Agar selon l'orthographe, est la mère d'Ismaël, père des Arabes. Agar, la fille d'un pharaon égyptien, était au début la domestique de Sarah, la première femme d'Abraham. Sarah donne Agar à Abraham en espérant que celle-ci lui donnera un enfant, puisque Sarah est stérile. Plus tard naît Isaac, fils de Sarah. La jalousie de Sarah force Agar et son enfant à s'enfuir dans le désert, où un ange apparaît et annonce la destinée importante d'Ismaël. Agar retourne ensuite vers Abraham et devient sa deuxième femme, après la mort de Sarah. Dans la tradition islamique, Agar est la vraie femme d'Abraham et la mère d'Ismaël, le géniteur des Arabes et le garçon préféré. Selon l'histoire musulmane, c'est Ismaël et non pas Isaac qui était offert comme sacrifice. Isaac, fils de Sarah, est considéré le père du peuple juif. Selon la tradition biblique, Dieu a demandé qu'Abraham sacrifie son fils Isaac comme preuve de sa foi, mais avant qu'il ne tue le garçon, Dieu intervient et sauve l'enfant. Ainsi, une femme réclamée par deux religions assure la continuité du désaccord entre les deux cultures. Le désaccord créé par les différences culturelles et religieuses entre deux peuples devient un arrière-plan sur lequel Mémie tisse son histoire. À la fin du récit, ce sont ces mêmes différences qui sont insurmontables pour le couple tunisien-français. Valérie Orlando. Les amandiers sont morts de leurs blessures, Paris Maspero, 1976, 269 p. Poème de Tahar Benjelloun, 1944, Maroc. Prix de l'amitié franco-arabe. Paru en 1976, ce recueil de poèmes en vers et en prose évoque le vol de la terre, la destitution, l'aliénation et la solitude, mots inhérents à l'histoire récente des peuples arabes et dont la Palestine constitue le symbole le plus célèbre. S'inspirant dans un poème qui donne au recueil son titre, de l'image des amandiers, beaux, fragiles et nourriciers, arrachés par les pelleteuses et les tanks israéliens, Tahar Benjelloun écrit une poésie souvent elliptique mais profondément humaine, décrivant les affres de la dépossession et de la violence, que celle-ci soit infligée à des individus, aux femmes et aux travailleurs immigrés en particulier ou à tout un peuple. Le recueil est divisé en 3 livres, chacun composant une variation différente des thèmes traités. La première partie, intitulée « Les amandiers sont morts de leurs blessures », en prose et en vers, évoque la dépossession ou l'abandon de la terre, celle que l'on foule ou celle des ancêtres, c'est-à-dire la tradition, la mémoire, avec pour conséquence l'expatriation et la mort. Les poèmes par amour, le second segment, également en vers et en prose, aborde l'absence et la mémoire en s'attachant à décrire la femme sous les traits des filles de Tanger ou de Tétouan, elles aussi vendues, exclues, esclaves. Asila, saison d'écume, la dernière partie tout en vers, fait le récit échevelé, fragmentaire et douloureux de la violence faite à un peuple dépouillé et rendu fou. Une lettre intitulée « Mourir comme elle » ouvre le propos des amandiers sont morts de leurs blessures. Ce court texte en prose relate la mort heureuse parce que paisible et humaine, de qui on devine être la grand-mère du narrateur, et cristallise la déréliction de ce dernier. En effet, en rappelant l'exil et l'absence, l'abandon des traditions et des siens, avec tout ce que ces termes comportent de désarroi, d'ingratitude et de culpabilité, cette lettre expose un destin qui n'a plus cours, la sérénité et l'ordre des choses. Pourtant ni ironique ni désespéré, ce poème ainsi que la place qu'il occupe dans le recueil annonce l'amertume de la suite. Foisonnent alors les images de blessures, de plaies et de sang associées à la Palestine, la terre orpheline ou à l'Arabie, la terre aliénée, avant de se résorber dans la voix impuissante et éludée du travailleur expatrié terrassé par la solitude et en proie à la folie. Le segment suivant, Poème par amour, illustre particulièrement le caractère polysémique de la mémoire. En effet, la mémoire et l'absence, toutes deux féminines, répondent aux filles de Tanger et de Tétouan dans une démarche matérialisante, typique de l'œuvre de Tahar Benjelloun. En tant que dépositaire de la tradition et victime de l'absence, la femme, qui délaissée se consume dans l'oubli, incarne la mémoire meurtrie,
utilisant le silence pour compter les illusions perdues et les espoirs broyés, les tentations interdites et les amours volés. Femme et mémoire, symbole réciproque, évoque la quête désespérée d'une permanence fugitive et illusoire sans cesse réécrite dans la mouvance traîtresse du temps. La dernière partie, Asila, saison d'écume, elliptique, hermétique même parfois, montrant par là la difficile formulation d'une mémoire douloureuse, relate la douleur de la déchéance sociale, de l'apatridie et de la violence. Asila est une ville du Maroc, mais c'est aussi l'originelle en arabe. Elle prend racine dans la noblesse de ses origines. Presque néant, l'écume, comme la femme qui en est, se substitue à l'oubli. Asila, saison d'écume, retrace la déchirante tentative de celui qui se nomme un cimetière en terre cuite. Le plus beau des cimetières où vient se dénouer la folie, celle qui consiste à déjouer l'oubli. Rassemblant pêle-mêle des souvenirs épars, la vie du village, la douceur du passé, la pauvreté, la ville, la révolte, la guerre, la mort, la stérilité, l'acculturation, la folie, cette partie force la mémoire pour ancrer les mots dans la spatialité d'un lieu et dans l'infini du temps. Asila, ville marocaine, mais aussi femme née de l'écume, donc triomphante de l'oubli, en appelle à la dignité des origines pour contrer la dissolution et la douleur et pour repousser la folie. Les amandiers sont morts de leurs blessures rassemblent donc l'ensemble de la démarche poétique de Tahar Ben Jelloun, telle qu'on la trouve dans d'autres ouvrages de poésie comme Cicatrices du soleil et À l'insu du souvenir. Les thèmes gravitent autour de l'oppression politique, de l'injustice sociale, de la dignité humaine et de la récupération de la mémoire, tandis que les procédés, en particulier polysémie et discontinuité, opèrent leur territorialisation dans la création littéraire. La poésie remplit ici son rôle cathartique. Antidote à la terreur et à l'angoisse de se perdre, elle puise, dans les confins du souvenir et de la souffrance, la force d'être et de devenir. Agnès Hafez-Ergo. L'ami anglais, Paris, édition Grasset et Fasquelle, 1994, 246 p. Recueil de nouvelles de Jean Daniel, 1920, Algérie. L'ami anglais de Jean Daniel reprend un thème cher à l'auteur, celui de la guerre et de ses effets sur les relations humaines. Il nous livre 3 récits dont le dernier porte le titre du recueil. Les personnages traversent des crises et des conflits qui emportent souvent leur vie ou celle des leurs. L'amour et l'amitié ne pourront les préserver de la mort, ou même de l'oubli. Le sort de toute une génération de jeunes gens assoiffés de grandes causes et d'aventures héroïques sera durement mis à l'épreuve, et même compromis. Le premier récit, le Maltais, révèle un énigmatique sergent-chef à travers l'œil d'un soldat français sous ses ordres à Cronenbourg pendant l'hiver 1944-45. Antoine admire beaucoup ce supérieur d'apparence impénétrable, une nature solitaire et intimidante au physique doué pour les prouesses. Se dessine l'histoire d'une camaraderie qui mène à l'amitié entre Antoine et le Maltais. Toute la division, respectueuse et réservée devant son chef, n'en impose pas moins un net ostracisme au jeune soldat, victime de son éducation bourgeoise. Peut-être par revanche ou souci de sécurité, le mal-aimé recherche l'attention du Maltais, dont il aimerait se rapprocher et qu'il voudrait impressionner. Mais il est bien conscient de la distance socio-culturelle qui les sépare. Une rencontre avec les maquisards a fait voir la profonde sympathie du Maltais pour de jeunes rebelles, à qui il promet des provisions de sa division, qui cependant doit quitter immédiatement pour Obernai. Antoine aura l'occasion de le sauver et de modifier ainsi leur relation, jusqu'à une entente entre les deux pour venir en aide aux maquisards, au risque d'affecter la carrière militaire. Au retour de l'expédition, le Maltais est atteint mortellement par le tir des Allemands. C'est déjà la fin d'une amitié en son premier élan. Le récit de vie d'Antoine fait la plus large part à celui de son ami, mais par personne interposée, Madame Angèle. Avant son expédition chez les maquisards dont il n'était pas sûr de revenir, le Maltais aurait confié à Antoine une lettre et une certaine somme d'argent à rendre à Yvonne Le Gatec, une protégée d'Angèle, propriétaire du bar Champeau. Hélas, Yvonne a connu elle aussi une fin tragique. Cette jeune juive polonaise, d'abord sauvée par un officier français, était tombée amoureuse d'un jeune officier allemand nommé Kurt, mais une bande de faux résistants l'avait agressée et torturée après avoir tué son amant. La voyant tondue et promenée dans la rue, le Maltais était venu à sa défense et était tombé follement amoureux d'elle, sans pouvoir la guérir de ses cauchemars ni lui faire oublier Kurt. Désabusé, il l'avait confiée à Madame Angèle avant de retourner à la guerre.
Yvonne, de plus en plus malheureuse, et maintenant abandonnée de son ange gardien, avait finalement été tuée par la même bande de jeunes. Ému par ce nouveau drame, Antoine donne l'argent aux demoiselles du bar atteintes de tuberculose. La leçon posthume du Maltais, fermé au monde par une peine d'amour, est devenue l'occasion d'une libération pour Antoine, désormais capable d'aller de l'avant. Un dernier souvenir du Maltais et pour lui-même, un bonheur nouveau auprès de Blanche, l'une des filles du bar. Le sergent-chef est mort dans la générosité, le soldat aura le courage de vivre heureux. Le deuxième récit, Double crime à Tranby Park, poursuit le thème de l'amour dans le contexte de la guerre. Dans ce récit policier, le lieutenant L devient amoureux de Lady Elizabeth en liaison secrète. Sa formation et ses prouesses héroïques nous le font connaître à la recherche de missions dangereuses, en jeune non préoccupé de se protéger jusqu'au vieil âge. Sa division d'Oranie est mutée en Grande-Bretagne, et la 21e compagnie du 13e bataillon, le sien, campe à Tranby Park. Son intrépidité et ses exploits lui valent la reconnaissance du général en chef lui-même. L'horizon s'assombrit pourtant et tourne vite à l'orage lorsqu'on découvre un double meurtre, d'abord celui de Lady Elizabeth, puis celui du caporal-chef, son chauffeur et compagnon de route. On apprend des événements antérieurs. Dans une salle de cinéma à Londres, l'amant avait vu sa favorite au bras d'un aviateur australien qui l'avait giflé, provoqué en duel et blessé. Exposé à la dénonciation vindicative de l'aventureuse, le lieutenant L avait été protégé par l'intervention d'un caporal ami, Amar, qui, devant son intransigeance, avait fini par la tuer. Le commissaire enquêteur, qui croyait à la complicité des deux militaires, espérait qu'ils en arrivent à se compromettre pour faciliter leur inculpation. Mais le jardinier témoin du crime avait perdu patience et exercé sa propre justice en assassinant Amar, alors en prière au milieu du campement. Hanté par le sacrifice d'Amar, le lieutenant L maudit son propre destin tout autant que les horreurs de la guerre. Dans sa mélancolie, il comprend enfin les idées pacifistes de ses parents 114. Triste hasard, il est renversé par un camion et meurt sur le coup. Étrange revirement de situation quand ses parents renoncent à leur pacifisme tenace pour se rattacher à la citation honorifique de leur fils, fier et inconsolable 132. L'insolite de la guerre revient dans le dernier récit, qui porte également le titre du recueil, L'ami anglais. Hector aborde un avion en direction de la France, se perd dans ses réflexions sur le passé. Je n'ai d'ailleurs jamais eu l'impression que mon passé était derrière moi comme un fardeau ou comme un socle. Je n'ai cessé de le chasser, comme le vent chasse les nuages, en le poussant devant moi. En sachant que s'il est plus loin, il est toujours là, 139. En effet, c'est pendant un vol de 19 heures, marqué par des secousses brutales et des moments d'inquiétude, que le narrateur rappelle une partie de sa vie, en particulier celle liée à Gavin Gall, son ami anglais, 142, dont le suicide le poursuit aussi bien pendant son sommeil que pendant son éveil. Dans les méandres de ses rêveries et de ses souvenirs, il revoit des moments forts de leurs expériences. Ainsi, en 1945, lorsqu'ils célébraient leur survivance à la guerre, ou encore en 1967, quand ils étaient si européens dans leur euphorie américaine lors de leur séjour à New York, 148. L'amitié entre Gavin le Britannique et Hector l'Algérien les avait poussés à des discussions et à des réflexions intéressantes sur leur vision du monde. Ils avaient pu comprendre leur prise particulière sur les grandes causes dans lesquelles ils s'engageaient, ou sur les conflits dont ils étaient témoins. De retour à Paris, le narrateur révèle sans embâche son intention. Après avoir lu le mot qui confirmait sa mort et qui m'apprenait son suicide, je me suis dit que je lui devais ce récit. Une façon de lui parler encore puisque sa dernière pensée a été pour moi. 152. Suit l'historique de la relation entre Hector et Gavin depuis leur association à l'International Friendship League en 1936 jusqu'à sa mort, en passant par les voyages, les expériences de la guerre, les aventures amoureuses et la perte des leurs. Que de discussions vives, également, sur des sujets aussi variés que l'histoire et la guerre algérienne, Laurence d'Arabie, les origines salomoniques de l'art nasraïde, les modèles astrologiques de l'architecture andalouse, la danse du ventre. Leur amitié demeure assez solide pour qu'Hector vienne au secours de Gavin, lorsqu'il est retrouvé gravement blessé. Pendant la convalescence de son ami, Hector rencontre Gwenaëlle, l'amante de Gavin, une femme sophistiquée et d'apparence froide et austère. Le narrateur,
un peu jaloux d'avoir été remplacé dans le COE micro-R de Gavin par Gwenaëlle, en veut à cette dernière jusqu'au moment où il apprend à la connaître. Quand elle lui révèle son secret qu'elle porte l'enfant de Gavin, il passe d'étranger à confident. L'amitié entre Hector et Gavin a pu traverser temps et espace, mais elle doit céder la place à l'amour, et Hector choisit de s'éloigner. Il n'assistera ni à leurs noces ni aux funérailles de Gwenaëlle. Terrassé par le chagrin et sans l'appui de l'amitié, Gavin préférera mettre fin à ses jours. Dans ces 3 courts récits, l'omniprésence de la guerre et ses effets sur la dynamique sociale et sexuelle des êtres humains invitent au questionnement et à la réflexion sur le temps et l'espace. Le Maltais évoquait le désert tunisien de son enfance avant de mourir, 41. L'entraînement du lieutenant L se faisait au Maroc et le dernier récit baigne dans le Maghreb. L'un d'entre eux traite des destins qui se cherchent. Les propos du philosophe breton Jean Grenier que cite l'auteur sont ici significatifs. On croit voyager dans l'espace, on voyage dans le temps, 201. Ces 3 récits montrent, chacun à sa façon, que la traversée du Maghreb se fait sous les signes mémoriels et verbaux des jeunes gens aux prises avec leurs pulsions d'amour, de mort et d'absolu, 151. Suzanne Crosta. Anissa captive, Casablanca édif, 1991,365 p. Roman de Fatia Bousseta, Maroc. Dans ce roman psychologique et sociologique, la narratrice raconte la vie d'Anissa, une jeune fille de la haute société marocaine qui a reçu une éducation biculturelle, arabo-musulmane et européenne. Devenue femme, Anissa se révolte contre la mentalité archaïque de la société traditionnelle, de plusieurs siècles de phallocratie 363, dont elle n'arrive pas à s'échapper. Anissa passe sa petite enfance au Maroc, et sa préadolescence à Rome où son père est nommé ambassadeur. À l'âge de la puberté, elle sent que ses parents ne l'aiment pas, et quand ils l'envoient contre sa volonté continuer ses études dans des internats en Suisse et à Paris, elle se sent coupable, mettant son bannissement sur le compte de sa propre méchanceté. De retour au Maroc avec sa famille, elle rencontre un cousin au lycée, et son père la punit sévèrement pour avoir discuté avec lui. Et quand un de ses oncles tente de la violer, sa mère l'accuse d'avoir le mal en elle. Après une violente dispute avec sa mère, elle tente de se suicider. À l'âge de 17 ans, un jeune la demande en mariage et elle accepte à contre-cœur les conseils de ses parents qui lui disent qu'elle pourrait difficilement trouver mieux. Suit une série de mésaventures parmi lesquelles une grossesse involontaire et le divorce. L'organisation du texte paraît d'emblée simple et classique. Divisé en 15 chapitres numérotés et titrés, précède d'un prologue et suivi d'un épilogue, il raconte l'histoire chronologique de la vie d'une jeune fille marocaine. Pourtant, la longueur régulièrement variable des chapitres rappelle le mouvement des vagues et des marées, et la mer remplace le temps en tant que principe d'organisation. À partir du 6e chapitre, le texte abandonne le développement chronologique pour s'organiser en prolepse et analepse par rapport à la scène du dernier chapitre dans laquelle Anissa est au bord de la mer, envisageant son suicide par noyade. Les multiples déplacements et voyages des personnages donnent l'impression d'un flottement aussi dans l'espace géographique. La multiplicité de voies narratives est un autre élément d'écart par rapport à la structure classique du narratif. Dans le prologue, 2 voix se disputent et la narratrice informe le lecteur que ce sont les voix intérieures de la protagoniste. Une deuxième voix narrative, identifiée par la suite comme étant celle de la maîtresse d'Anissa, raconte la petite enfance de celle-ci et dans les chapitres suivants, la voix d'Anissa dévoile son adolescence dans un extrait de son journal. Après le retour au Maroc, la voix de la première narratrice ne se distingue plus des pensées et paroles d'Anissa, citées de loin en loin, tandis que la voix de celle-ci est progressivement étouffée. À la dernière ligne du dernier chapitre, la narratrice s'adresse directement au lecteur. J'espérais que ce récit aiderait ceux ou celles qui avaient mal et qui continuent à souffrir, à trouver une solution moins radicale, et à se montrer moins vaincus qu'Anissa. Adieu. Le développement psychologique du personnage d'Anissa est un élément majeur du livre. Dès sa naissance, elle se montrait, avide de prouver son existence effective. 11. Très tôt, elle souffre du manque d'affection et cherche à se punir quand elle déçoit ses parents, mais elle ne supporte pas d'être séparée de sa famille. Elle prend connaissance des cultures italiennes et françaises et lit toutes sortes de littérature. Quand elle veut s'échapper de la tristesse d'être souvent punie,
Elle invente des histoires. Adolescente, elle souffre d'une crise d'identité. Pour sa mère, elle était un démon, pour son père, une dingue mais bonne fille, pour ses frères et sa sœur, une grande sœur tyrannique et trouble-faite. 141. Les critiques de ses parents, l'attitude de son fiancé et le rôle qui lui est attribué dans sa société cultivent en elle un manque d'assurance. Il fallait à tout prix préserver l'image d'une jeune fille modèle, sérieuse, douce et effacée, future mère de famille exemplaire et parfaite maîtresse de maison. 158. Elle se révolte et fait une deuxième tentative de suicide pour n'avoir plus à se forcer pour faire plaisir aux autres à ses dépens, au nom d'un ordre qui n'est établi que pour eux, ibidem. La relation houleuse entre Anissa et sa mère, Lala Habiba, est un des volets principaux du texte. Lala Habiba, membre d'une immense famille de fesses tentaculaires et fort riche, est orpheline puisque sa mère, la deuxième femme de son père, mariée à l'âge de 14 ans, est morte avant l'âge de 20 ans. Elle était souvent impatiente avec une Anissa jalouse de ses frères pour qui la mère était moins sévère. Lala Habiba représente pour Anissa l'idéal de la beauté féminine, mais la mère n'a pas une si haute opinion de sa fille et elle le lui fait savoir: tu n'es ni très riche, ni très belle, ni très intelligente, tu n'aimes personne et personne ne t'aime. 122. Dans une scène riche en significations symboliques, Anissa veut garder un miroir qui lui est offert en cadeau de fiançailles, mais ses parents refusent. Quand elle insiste, son père brise le miroir et sa mère la gifle pour avoir osé résister. Cette scène suggère que dans ce contexte, la femme n'a pas droit à sa propre personnalité, et que les rôles traditionnels de la femme étouffent son individualité et diminuent sa valeur. L'événement le plus important dans la vie d'une jeune fille est le mariage. Un homme est libre de vivre toutes les expériences sexuelles avant son mariage, alors que pour une fille, son honneur et l'honneur de sa famille dépendent de sa virginité. Après son mariage, la belle-fille doit obéissance à sa belle-mère en toutes circonstances. L'auteur critique plusieurs aspects des traditions familiales telles qu'elles sont pratiquées dans sa culture. Il en est ainsi de la polygamie, de la répudiation et du mariage précoce. L'originalité de ce roman se trouve dans l'évolution d'un personnage féminin, qui expose en profondeur le dilemme psychologique d'une femme née et élevée dans une culture islamique traditionnelle et éduquée à l'européenne. Le thème de la critique du mariage arrangé et de la répudiation, aussi bien que la description des coutumes de la bourgeoisie marocaine, rapproche ce livre de celui de Nouza Firi, Le Ressac. L'argagné des femmes égarées, un roman de Damia Oumassine, traite aussi du développement de la personnalité d'une jeune femme de double culture, et la dévaluation de la femme divorcée fait penser à Ma vie, mon cri de Rachida Yacoubi. Jean Love El Harim. L'anniversaire, Paris Seuil, 1972, 143 p. Recueil de textes divers de Mouloud Feraoun, 1913 à 1962, Algérie. Ce volume contient les 4 premiers chapitres du roman L'anniversaire, auquel Mouloud Feraoun travaillait à la veille même de son assassinat, ainsi que des souvenirs, des études et des articles d'opinion parus entre 1953 et 1962 dans des publications algériennes et françaises de l'époque. 3 textes, placés sous le titre Fouroulou Menrad, et destinés à la suite du roman autobiographique Le Fils du pauvre, que l'auteur projetait de rédiger, ont été ajoutés à cet ensemble. Les chapitres du roman inachevé L'anniversaire constituent une espèce de testament littéraire, les dernières pages datant de peu de jours avant son assassinat à El Biar, le 15 mars 1962. Se sachant persécuté, le narrateur entreprend de la chambre où il se cache chez un ami français, une confession qui devient une analyse rigoureuse du drame algérien et du problème de la coexistence. Le besoin de conciliation apparaît comme le fil conducteur de la réflexion, qui acquiert de temps en temps le ton de tendresse humoristique caractéristique du romancier, surtout quand il parle de Claire, personnage attachant et symbole d'une cohabitation heureuse que la guerre rend impossible. La source de nos communs malheurs est le titre de la lettre que Feraoun avait adressée à Albert Camus en 1958 après la publication de ses chroniques algériennes. Il y met en place une description lucide du problème algérien tout en dévoilant ses causes et en appelant à l'examen de conscience de ses compatriotes, pour affirmer finalement que la seule issue possible au conflit est celle d'une véritable fraternisation. Le dernier message constitue un hommage à Camus, ce qui donne l'occasion d'une nouvelle réflexion sur les causes de la guerre.
L'auteur analyse certains aspects de la pensée de l'écrivain français à propos de l'Algérie, insiste sur l'injustice séculaire qui est à la base de la révolte et sur le besoin de trouver les mots susceptibles d'engager le dialogue entre les deux camps. La littérature algérienne contient une étude rigoureuse des conditions qui ont favorisé l'éclosion d'une littérature de langue française en Algérie. Le romancier compare les textes des auteurs français enracinés dans le Maghreb, Camus, Moussi, Robles, etc., avec ceux des écrivains autochtones, Ferraoun lui-même, Dib, Kateb Yassine, etc., pour conclure que, malgré l'amour voué au terroir algérien par les premiers, il y a dans leurs œuvres une certaine méconnaissance de la réalité qui apparaît cependant dans toute sa nudité chez les seconds. C'est en effet la volonté de témoignage à propos d'une situation intenable, marquée par la faim et la misère du peuple colonisé, qui constitue la caractéristique essentielle des auteurs musulmans. Ferraoun se consacre à l'analyse des particularités de la génération connue aujourd'hui comme celle de 1952, en insistant sur le statut de l'intellectuel maghrébin, et le paradoxe auquel l'expose son appartenance à deux univers culturels différents. Images algériennes d'Emmanuel Robles est conçue comme un hommage à cet auteur français que Ferraoun a connu lorsqu'ils étaient tous les deux étudiants à l'école normale de Bouzarea. Il trace donc le portrait psychologique de son ancien camarade, son enthousiasme communicatif qui ignorait les détours et les préjugés, sa fraternité, sa foi en l'homme et surtout son encouragement et son amitié, qui ont ouvert à Ferraoun la voie de l'écriture et lui ont permis de montrer que les Kabyles étaient précisément des hommes, ce qu'il fera par la suite de façon admirable dans son roman autobiographique, Le Fils du pauvre. Le voyage en Grèce est un ensemble de souvenirs qui rendent compte des impressions reçues lors d'une mission officielle dans ce pays méditerranéen. La description des endroits visités devient cependant un prétexte pour l'exaltation de la terre natale, que l'auteur essaie de découvrir à chaque détour du chemin. Les beaux jours et l'entraide dans la société kabyle présentent des aspects différents de la vie quotidienne des communautés kabyles. Le premier de ces deux articles adopte dans sa composition une forme proche de la fable pour nous parler de la saison des figues, les crifs, que Ferraoun assimile à une période de bonheur et d'allégresse, où chacun jouit de ce fruit offert par le ciel. Le second renferme un caractère plus ethnographique. L'auteur se consacre à la description et à l'analyse des principes qui régissent la société kabyle, l'esprit d'association, et de ses institutions politiques et administratives, fondées sur une conception démocratique qui fait de l'entraide une pratique codifiée et universellement admise. Finalement, Fouroulou Menrad est composé de 3 chapitres, Bouzarea, la guerre, épilogue, qui figuraient dans l'édition originale du roman Le Fils du pauvre et que l'auteur aurait supprimé pour les incorporer à un second récit autobiographique. Ces 3 textes débutent en effet là où Le Fils du pauvre prenait fin, pour nous parler de la vie de Fouroulou à l'école normale, Bouzarea, de son activité comme maître dans un petit village kabyle pendant la guerre mondiale, la guerre, et du destin commun de l'humanité, épilogue, auquel nul n'échappe. Il constitue donc la suite logique du roman auquel ils sont rattachés, en insistant avec plus d'amertume sur la misère de la société kabyle. Malgré la disparité des publications ici rassemblées, le recueil demeure cependant cohérent, du fait que la réflexion de l'écrivain porte sur la société algérienne et ses rapports avec la France. Les motifs de la guerre, de l'indépendance et du besoin de compréhension entre ces deux cultures reviennent à plusieurs reprises, en faisant de Ferraoun un apôtre de la fraternité, partagée entre deux mondes qui s'affrontent. Adélaïda Porras Medrano. L'Arganier des femmes égarées, Casablanca, édition Le Fennec, 1998, 166 p. Roman de Damia Oumassine, Maroc. L'Arganier des femmes égarées est un roman sociologique dans lequel les vies de 3 femmes marocaines de milieux sociaux différents sont relatées sur fond d'événements actuels et historiques du village de Tizi-Oult au moment du pèlerinage annuel. Le roman s'ouvre sur une scène carnavalesque à la gare de Tiznit où Fatima, l'héroïne, fait escale en route pour le village de Tizi-Oult où elle est envoyée pour des raisons professionnelles. Elle rencontre Maïla Ouda qui, lui aussi, s'achemine vers Tizi-Oult mais pour des raisons personnelles. Quand elles arrivent à Tizi-Oult, Maïla Ouda invite Fatima à partager l'hospitalité de Hafsa, la jeune épouse d'un vieil ami. Au cours de ce récit,
il se passe quelque chose de décisif dans la vie de chacun de ces 3 personnages. Le texte est divisé en 5 chapitres dont le premier situe le lieu et l'espace du récit, et en indique l'atmosphère générale. Les 3 chapitres suivants donnent le cheminement des 3 principaux personnages, et le dernier chapitre les situe dans l'actualité des événements à Tizinoalt. Le récit est plein de mouvements et de passions, de vie et de mort. Le texte est polyphonique, composé de monologues intérieurs et de dialogues entre personnages. L'auteur fait le portrait des 3 femmes pour révéler leur personnalité et les expériences qui les ont marquées. De père marocain et de mère tonkinoise, Fatima est une jeune fille sage et bien éduquée, élevée dans la tradition musulmane. Elle termine ses études secondaires et effectue son service civil dans un établissement administratif à Casablanca où elle observe de près le comportement tyrannique et malhonnête du directeur général. Elle accepte un mariage arrangé pour ne pas faire de peine à ses parents. Un divorce s'ensuit puisqu'elle ne supporte pas la jalousie injustifiée et maladive de son mari. Écœurée par les événements de sa vie professionnelle et personnelle, Fatima quitte le Maroc pour continuer ses études à Paris. Elle obtient ensuite un poste dans le service de documentation d'une chaîne de télévision régionale française. Grâce à la connaissance du tachelhit, la langue berbère du sud marocain qu'elle avait apprise à l'Institut des langues orientales à Paris, elle est chargée de faire un rapport sur le pèlerinage des femmes égarées qui viennent prier pour l'aide et la protection du saint de Tizinoalt. Au début, Fatima semble un personnage discret, mystérieux, passif et presque effacé, mais au cours du récit son caractère s'affirme. À cheval entre 2 cultures et 2 générations, elle observe et participe aux événements. Elle adopte un point de vue qui lui permet plus de choix que le destin n'offre ni à Maïla Ouda ni à Hafsa. Maïla Ouda est une femme berbère qui s'est révoltée contre les contraintes de la vie conjugale. Poussée par sa passion de vivre, elle s'était enfuie, abandonnant mari et enfants, se laissant entraîner dans une vie d'artiste. Finalement, après une période d'emprisonnement, elle est accusée de prostitution et se décide à retrouver une place dans la société. Douée d'une force de caractère remarquable, elle fait néanmoins des choix limités par le manque d'éducation. Elle n'a qu'à accepter le rôle d'épouse et de mère, pour redevenir une femme respectable. Contrairement à Fatima et à Maïla Ouda, la vie n'offre aucun choix à Hafsa, orpheline depuis sa jeunesse. Elle devient la bonne, voire l'esclave, d'une famille rurale aisée, puis la victime des abus sexuels de son patron. Sans éducation, sans protection, enceinte à peine pubère, elle est mariée au cordonnier de Tizinoalt, un gentil vieux qui lui fait physiquement horreur. Désespérée et terrifiée par ses superstitions, elle meurt en essayant de se soustraire aux conditions de vie qui lui étaient imposées. L'argagné du titre représente l'esprit du saint Sidi Mad, le 4e protagoniste du récit, puissant, quoique invisible et silencieux, et l'axe autour duquel s'organise le récit. L'histoire du saint et des habitants de la région fournit une dimension historique et sociologique au contexte. L'argagné est le symbole de la bonté de Sidi Mad, qui de son vivant, avait coutume de s'asseoir à l'ombre de cet arbre pendant que les femmes du XVIIe siècle venaient lui confier leurs problèmes. Après la mort du saint, les femmes continuaient à venir s'asseoir sous l'arbre et avec le temps, l'argagné est devenu le lieu de rencontre des femmes malheureuses, où chacune avait l'espoir de trouver un homme qui jurerait sur la tombe du saint de la respecter. L'auteur souligne l'ironie des faits et événements nuisibles qui entourent cette tradition qui était à l'origine destinée à protéger les femmes. Celles qui visitent l'arbre à la recherche d'un mari honnête sont souvent chassées par la police et traitées de prostituées. Au cours du récit, un chef de tribu est assassiné pour une affaire de terrain, de même qu'au XIXe siècle, un chef de tribu avait été assassiné par vengeance lignagère. Dans ce contexte chargé de contradictions, d'ambiguïtés et de tensions, les 3 femmes se rencontrent. Une jeune femme bien éduquée du milieu socio-économique moyen, une femme berbère déshéritée qui paraît plus que ses 35 ans et une jeune orpheline déshéritée et malheureuse. Ensemble, elles représentent une tranche de la vie des femmes marocaines qui, selon leurs moyens, affrontent les mêmes problèmes sociaux. Le principal atout est l'éducation, mais seul l'un de ces 3 personnages a pu en profiter. Toutes ont subi la pression familiale et sociale qui les oblige à se marier pour devenir des femmes respectables. Toutes souffrent du manque de respect pour les femmes et les filles, en famille, au travail, dans le mariage et en société. Dans ce récit,
l'auteur a recours à ses connaissances sociologiques et se sert d'un talent littéraire confirmé pour lancer un appel au respect et à la protection des femmes et des enfants. Elle exprime l'importance de l'éducation qui permet à chacune de prendre des décisions qui mènent à une meilleure vie. Les vignettes de femmes de différents milieux sociaux font penser au livre d'une autre Marocaine, Rachida Saki, Marocaine en Malvie. Le discours sociologique qui sous-tend ce récit se rapproche aussi de celui de moi, Mireille, lorsque j'étais Yasmina de Fadela Septi. Jean Love El Harim. Au café, Paris, Sinbad, 1955, 191 p. Recueil de nouvelles de Mohamed Dib, 1920 Algérie-2003 France. Intimement lié à la trilogie Algérie, La Grande Maison, 1952, L'incendie, 1954, Le métier à tisser, 1957, ce recueil se compose de 7 nouvelles dont la première, Au café, donne son nom à l'ensemble. Sans liaison organique apparente, ces 7 récits semblent ordonnés par juxtaposition. Cependant, il est possible de trouver un certain principe architectural dans la révolte contre le destin qui préside à certains d'entre eux. Mais c'est sans doute sa parenté par rapport au cycle Algérie qui confère au recueil une indéniable unité de ton. Terres interdites et Le Compagnon participent nettement de l'ambiance d'insurrection qui caractérisait l'incendie. Les récits ont comme centre thématique la prise de conscience politique et prennent fin sur l'espoir que suppose l'éveil du peuple. Ils sont construits sur des canevas dramatiques de sorte que les dialogues deviennent irremplaçables dans la progression de l'action. L'auteur situe le premier à la campagne. Sadak, l'un des fellahs d'un petit bourg, a été torturé pour avoir expliqué aux autres paysans l'importance du vote. Cette injustice met en évidence le trucage des élections et l'affirmation du sentiment de révolte qui unifie les fellahs. L'espoir dans un avenir libre est assuré par la naissance d'un enfant, ce qui garantit la continuité dans la lutte contre l'oppression. Un Sadak est parti, un Sadak est venu. Dans Le Compagnon, Djéa, le simple d'esprit des contes populaires, s'adresse à un public imaginaire pour lui rapporter une mésaventure. Le jeune Zoubir lui a raconté la mort humiliante de son vieux père, exploité par un riche commerçant. L'arrivée de la police interrompt toutefois la conversation entre les deux hommes. Ils sont arrêtés et emprisonnés. Assommé, Zoubir meurt à la suite de ses blessures tandis que Djéa, une fois libéré, ne peut pas oublier l'image de son défunt compagnon. Le souvenir de son sang ruisselant fait naître en lui une lucidité qui devient un chant terrible de révolte et d'espoir. La petite cousine, Un beau mariage et La tante mettent en scène des personnages des 2 premiers romans de la trilogie. Vieille femme malade, connue comme la petite cousine d'Aïni, Mansouria est recueillie à l'hôpital d'où elle est rapidement rejetée pour retourner à sa vie de privation sous la menace d'une mort certaine. La deuxième de ces 3 nouvelles montre l'orgueil dans la pauvreté, incarné par Aïni et surtout par son fils Omar, qui lors d'une fête de mariage et malgré la fascination que la nourriture exerce sur eux, refuse de manger. Finalement, L'attente semble un chapitre détaché de la deuxième partie de l'incendie, mais Dib approfondit ici l'angoisse des enfants dont la mère est partie chercher des tissus de contrebande au Maroc. La tension de cette attente se voit amplifiée par la faim, la chaleur, le sarcasme des voisines et la peur de se croire abandonnée. Au café complète donc la vaste fresque sociale du cycle Algérie et met en scène des personnages émouvants qui souffrent de l'injustice. Il en est ainsi du prisonnier qui vient d'être libéré et qui, dans la nouvelle titre, raconte son histoire au chômeur narrateur, celle de l'homicide involontaire accompli alors qu'il volait pour se nourrir. La révolte contre l'ordre social, dernier responsable de la faute commise, devient le fil conducteur qui mène le lecteur au dernier récit, l'héritier enchanté, qui s'insurge contre son destin quand il devient le témoin de sa propre mort. Les 7 nouvelles qui composent le recueil constituent non seulement un témoignage sur la vie en Algérie pendant la colonisation, mais aussi une réflexion sur la fragilité de l'existence humaine. Comme le signale Michel Parvenoff dans sa postface à l'édition d'Actes Sud en 1996, ces 7 récits doivent assez peu à la tradition de la nouvelle française, celle de Maupassant pour parler vite. Bien plus à la littérature américaine à laquelle Dib avait consacré une étude en 1947, à Steinbeck, à Cadwell assurément. Ou bien alors à Tchekhov. Adélaïda Porras Medrano. Au commencement était la mer, Paris Marsa édition 1996, 73 p. Roman de Maïs Abay, 1950, Algérie.
L'Algérie s'enlise en ce début des années 1990 dans une guerre effroyable. Les islamistes tentent d'imposer au peuple leur idéologie radicale. Dans un pays frappé par un chômage important, la jeunesse oisive devient pour les fondamentalistes une cible de choix. Pour le reste du peuple, les attentats perpétrés par les islamistes n'ont d'autre fin que d'influencer les mentalités. Dans cette angoisse quotidienne, dans cette proximité avec la mort, chacun tente de survivre à sa manière. Pour Nadia, il y a les instants volés de ses rencontres avec la mère. Son père vient de mourir accidentellement. L'oncle paternel offre à Nadia et aux siens de passer quelques jours au bord de la mer, dans sa maison. Pour Nadia, Selim et Feriel, la mer, les baignades, le soleil sont source de plaisir innocent, recommencé, infini. Ils profitent de la plage comme de nombreux Algériens en fin de semaine. La mère de Nadia est furieuse de voir sa fille s'exposer ainsi, impudique, au regard de tous. Or ceux qui interdisent à leurs femmes de s'exposer regardent Nadia avec concupiscence. Hypocrisie masculine. Hypocrisie d'une société tout entière dans son rapport au corps féminin. Inconsciemment, de par son attitude, la mère de Nadia rejoint le comportement des islamistes. Il y a Jamel, le frère aîné, l'autre, cette ombre furtive qui traverse leur vie en silence. Détachés des siens, ils partagent l'idéologie des islamistes, leur comportement. Les univers différents s'affrontent sous le même toit ou s'ignorent. Et puis, il y a la guerre. Et tout ce noir qui vient d'éclabousser la plage. En ville, dans la banlieue d'Alger, dans l'entassement d'une banlieue ordinaire d'une grande ville, il y a le désœuvrement des jeunes, les corvées d'eau entre les parties de football, le couvre-feu. Pour ceux de la cité, l'été est un bloc d'ennui et de chaleur tout ensemble. Pour ne pas sombrer, Nadia a aussi les mots. Les mots pour raconter des histoires à Feriel, les mots des livres, les mots pour refaire le monde. Tout ce qu'elle sait et qui est plus vivant que le monde autour d'elle est dans les livres. Pour d'autres, les mots tuent. Les mots vengeurs des prêches islamistes qui tuent les journalistes. Les mots des journalistes. Mot contre mot. Maudit mot. Mot à demi dit, faute de mots. Il y a le silence de la mère subissant les avanies du clan de sa belle famille parce que sans homme, une femme n'est plus rien. Cette mère qui s'absorbe dans les tâches ménagères au point de n'être rien que cela. Il y a le silence réprobateur de Jamel, comme une flèche plantée dans le cœur de Nadia. Heureusement, pendant un temps, il y a Karim, son premier et seul amour. Karim et Nadia. Pour Nadia, ce sera la découverte de la jouissance et non du plaisir partagé. Nadia est devenue femme et sa mère est absente de sa vie de femme. Elle a fauté. Elle ne sera pas, suivant la tradition, une mariée, une idole molle que l'on mène au mal le soir des noces. Elle ne sera pas l'épouse de Karim pour incompatibilité sociale, en réalité l'opposition de la mère de Karim. À Nadia, il reste ces mots d'amour qu'elle n'a pas pu dire à Karim et qu'elle se dira dans le secret de sa chambre. Dans Alger, à la fac, partout la violence fait irruption. Dans son ventre grandit une autre violence, Nadia est enceinte. Alors pour Nadia, la solution se trouverait dans la mort. Le suicide est considéré comme un crime par l'islam. L'avortement est envisagé. Autour d'elle, les femmes se mettent à fonctionner en réseau, expression de leur solidarité. Néanmoins, Nadia demeure seule. L'expulsion du fœtus n'est pas une délivrance, d'autant qu'il faut donner le change aux siens. La violence de son frère Jamel finit par prendre forme. Dans la chambre de Nadia, il a tout saccagé, ses posters, ses photos. Ils veulent détruire la beauté, s'écrie Nadia. En échange, Jamel a déposé sur le lit de Nadia une djellaba noire et un foulard blanc afin qu'extérieurement l'image de sa sœur soit conforme à son islam. Dans la rue, Jamel et les siens vont à la rencontre de ces hommes suffisamment désœuvrés, disponibles, prêts à écouter ceux qui leur promettent le paradis. Pendant ce temps, Nadia rejoint son village natal. Elle est malade, affaiblie. Là-bas, rien de réconfortant ne l'attend. Elle apprend qu'on lui a caché la mort du grand-père, comme une punition adressée à ceux qui ont osé s'éloigner du clan. Pire encore. Les femmes de la famille ne vivent que par vies interposées. Bienheureuse ignorance, plus douce que la soif inextinguible du savoir. Fatiguée de vivre, Nadia va à la rencontre de sa mort. Face à elle se dresse Jamel, l'ange rédempteur. Et pour celle qui a fauté, le châtiment tiré de la charia l'attend, la lapidation.
Les regards des autres l'avaient sali, cette fois, les pierres l'atteindront. Quelle force extraordinaire se dégage de ce premier roman. Les phrases courtes, le choix des mots, la force d'évocation, le sens de la formule, l'équilibre donnent à ce texte puissance et beauté. Osons le dire. Comment ne pas penser à Albert Camus, à ces heures solaires passées sur la plage de Bouisville, près d'Oran, en lisant Maïssa Bay. Cependant, le regard d'une jeune fille donne des habits neufs à la Méditerranée. Le recueil de nouvelles d'Algérie confirme avec bonheur le talent de Maïssa Bay. Et son style raclé jusqu'à l'os fait mouche. Norbert Bellange. Avant-corps, précédé de poèmes iliaques et suivi de Le Diwan du Nou, Paris Gallimard, Col. Blanche, 1968, 144 p. Préface de l'auteur. Recueil de poésie de Jean Sénac, 1926 à 1973, Algérie. Présenté comme un moment de son parcours vers le gué de la quarantaine, ce recueil de la maturité rassemble les diverses sources d'inspiration de Jean Sénac. Il comporte 3 ensembles, annoncés dans le titre. La première source d'inspiration, surtout présente dans les poèmes iliaques, fait du poème un chant d'amour, l'écriture poétique se confondant avec l'acte d'amour. J'aime écrire parce que c'est te couvrir de caresses. Dans cette section, Sénac, désormais tout à fait maître de son art poétique, développe sa conception du corps-poème, provocateur et orgasmique. Le poème, corps et verbe fusionnés, poésie, corps total, se confronte à l'ordre du monde où il s'intègre ou qu'il vient troubler. Cette aventure iliaque, cet avant-corps ne sont que des prolégomènes vers un verbe réconcilié, une chair heureuse, le corps total. Préface. Une deuxième source d'inspiration, surtout présente dans Avant-corps, Schéma de la misère, présente le poète comme un vagabond, un voyou, un maudit, dans sa misère et sa solitude semblable à Rimbaud, à Genet, aux poètes pré-islamiques ou ceux de la Beat Generation. Innominé sans fin, dans le grand feu des algues. Parcourant tout l'espace de sa condamnation. Les voyous de l'autogestion. Voyous de la révolution. Le poète est un voyou. Mais l'amour et la poésie, conjugués en corps total, valent rédemption. Dans le Diwan du Nou, enfin, où apparaît le point d'ironie, signe de ponctuation désuet que s'est approprié Jean Sénac, réapparaît la dimension politique de sa poésie, associée à une réflexion sur l'art. Guy Dugas. B. Les bandits de l'Atlas, Paris Gallimard, 1983-192 p. Roman d'Azzedine Bounemeur, 1945, Algérie. L'année 1982 a révélé au public algérien un jeune auteur de 37 ans, lauréat du premier prix du 20e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, avec un roman intitulé Les bandits de l'Atlas. Édité l'année suivante chez Gallimard, l'œuvre n'ébranla pas outre mesure l'univers des lettres algériennes, malgré son ambition d'être un témoignage vivant de l'héroïsme des combattants de la liberté des années 1950. Les bandits de l'Atlas annoncent une trilogie dans laquelle Azzedine Bounemeur essaie de reconstituer l'histoire de l'Algérie de l'époque cruciale de la colonisation à l'organisation des mouvements nationalistes de libération. Un douar dans le Constantinois, une famille de paysans démunis, des hordes de bandits constitués de paysans spoliés de leurs terres, un caïd sans scrupules et sans cœur, relais de l'administration coloniale, un espace d'angoisse, tels sont les éléments constitutifs de ce premier volet des œuvres de Bounemeur. L'action remonte à 1954, période de la grande fièvre du mouvement national algérien, novembre. Dans cet espace de paysans, dominé par la misère à cause de la confiscation des terres par l'administration coloniale française, le récit cible une famille, symbole d'une couche sociale démunie, soumise à toutes les horreurs et à tous les caprices du destin. Le récit commence par l'histoire de Brahim parti à la recherche de ses bœufs volés par les bandits pour finir avec l'histoire de Hassan, fils de Brahim, décidé à venger son père et qui, pour ce faire, devient bandit, traverse diverses péripéties avant d'abattre le caïd. Dans cette Algérie des profondeurs, la misère est telle que la vie, chaque jour, devient un défi à relever. Il est tout indiqué qu'un bœuf dans cette atmosphère de précarité est une fortune. Voilà qui justifie la ferme détermination de Brahim de retrouver ses bœufs disparus pour continuer d'assurer à sa femme et ses 2 enfants un minimum de bonheur. Physiquement épuisé et moralement ruiné après des heures d'errance dans la forêt,
Il arrive au domicile de son ami Mustapha qui lui apprend que seuls les bandits que rien n'arrête en ces moments ont pu emporter les animaux. Les paysans sont pris entre deux feux, les bandits et les gendarmes. Pour leur sécurité, il leur faut solliciter l'appui de l'un ou de l'autre groupe, ce qui nécessite des moyens financiers énormes que Brahim et bien d'autres n'ont pas. La pauvreté rend les paysans vulnérables, mais au même moment leur donne la force et le courage de préserver le peu de moyens qu'ils ont, par lesquels ils essayent de garantir leur survie. Aussi Brahim décide-t-il de sauver son honneur et celui de sa famille, en bravant tous les dangers que pressentait déjà sa femme. Il se lance à la trousse des bandits vers une mort prévisible. Alors qu'il essaie de libérer ses bœufs, un bandit fond sur lui, décidé de vendre cher sa peau. À l'issue d'une lutte sans merci, les deux hommes meurent dans le ravin, 30-31. La nouvelle ébranle tout le douar. L'atmosphère de deuil ne laisse pas les enfants de Brahim indifférents. Le plus jeune, Hassan, disparaît au bout du 3e jour sans laisser de traces avec au fond du cœur la ferme décision de venger un jour son père. Il sera recueilli par un chasseur et confié à un éleveur de bétail. Hassan retrouve un cadre familial propice où se forge sa personnalité. C'est dans cet asile du village de la Source Noire que Hassan suit une conversation qui lui révèle l'identité des bandits qui ont tué son père, ainsi que des informations sur les autres groupes de bandits opérant dans les douars. Après une altercation avec les paysans, les bandits en déroute emportent les bêtes de Hassan et de son ami après les avoir ligotées à un arbre et rouées de coups. L'idée de vengeance de Hassan atteint son paroxysme, car la mort de son père est doublée d'un autre malheur qui avait déjà en lui consolidé sa détermination à ne pas laisser les bandits impunis. En effet, 5 jours après la mort de Brahim, un drame vient frapper la famille. Les bœufs pour lesquels Brahim a sacrifié sa vie et qu'il a réussi à libérer avant sa mort, sont tués et éventrés par des inconnus. Mourad, obligé de garder les bœufs du caïd à la place de son père, part dans la forêt aux 3 collines où il surprend les auteurs de ce forfait en train de se faire des confidences. Après quelques péripéties, l'obsession de la vengeance le pousse à adhérer au groupe des bandits et à opter pour ce métier d'homme et de crapule, qui seul permet de vaincre la faim et l'exil intérieur. Comme l'écrit Boonmer, l'homme acculé est capable de tout 184. Par devoir, Hassan délivre sa famille et son douar en abattant à bout portant le caïd. La révolte solitaire contre une injustice institutionnalisée nécessite courage et conviction, qualités qui font la force du héros justicier. Comme l'œuvre d'Amado Roré, qui dénonce les atrocités commises sur le bas peuple exsangue confiné dans le travail forcé des plantations de cacao, l'écriture de Boonmer est un cri d'indignation et de révolte. La terre y devient la pomme de toutes les discordes, comme ce fut le cas au Brésil sous la domination américaine. L'Atlas de Boonmer est aussi universel que le Brésil d'Asturias. Tout y est grave et triste, avec un regard accusateur sur la colonisation française. Boonmer campe dans ce social des loques humaines, dont l'invraisemblable de la misère interpelle plus qu'il n'amuse. C'est l'homme Gbanu comme l'âne. Les bavures Paris l'Harmattan 1997, 118 p. Roman de Mohamed Haddadi, 1919, Algérie. Ce roman explore plusieurs significations du mot bavure. Pour certains Kabyles du village de Tigil-Toukérousse, le mot s'applique aux relations amoureuses et aux possibilités de transgression sexuelle qui peuvent exister entre hommes et femmes. Pour d'autres, le mot sert à expliquer les violents incidents ethniques entre juifs, kabyles et arabes. Pour d'autres enfin, bavure renvoie à une violence potentielle qui existe à chaque coin de rue entre colons et indigènes. Haddadi explore le monde des Kabyles dans le Tigilt des années 1930. Comme il l'explique, Tigilt était un village de pauvres, sains. La vie du village est faite d'affaires de famille, d'histoires d'amour et de transgression. Le récit a pour toile de fond la pesante tradition kabyle. Tigilt, c'était une société de clans 93. Pour éviter la malédiction, on cache les âmes, les sentiments et les rêves. Cependant, l'amour est une émotion très rebelle. Pour Majid qui a envie de Tassadit, marié à un autre homme, et pour son ami Igil qui tombe amoureux d'une juive qu'il ne pourra jamais posséder, l'amour devient quelque chose de difficile à vivre. Les hommes et les femmes doivent respecter des codes de conduite hérités des siècles passés. Les hommes étaient un clan. Les écoliers étaient un clan. Mais le clan des femmes était un véritable maquis.
Toutes nos idées à leur sujet étaient des hypothèses, des légendes, ibidem. En décrivant le village kabyle, loin de tout, coupé du reste du monde, Haddadi montre l'isolement des Kabyles et leur misère quotidienne. Doublement accablés par la pauvreté rurale, les villageois de Tigilt sont aussi pénalisés par leur ignorance de la langue française et de l'arabe. C'est le jeune Igil qui rompt la tradition du village et descend à Alger pour chercher du travail, en comptant sur le fait qu'il peut parler l'arabe. Chez Abel, un juif, il apprend à bien travailler. Il apprit aussi l'art de vivre par la bonne humeur, et il devint très beau, 97. Le fardeau de la pauvreté s'en trouve soulagé et même s'il apprend qu'au village le mot juif était une insulte, Oudet, 98, il constate qu'on peut apprendre également à aimer à travers les barrières raciales. Finalement, il se dit qu'il n'avait pas fini de découvrir des bavures sur son chemin. Abel n'en continuait pas moins à être pour lui un véritable père affectueux, ibidem. Igil trouve enfin l'amour et l'amitié qu'il cherchait loin du village. Dès son premier jour de travail, il trouve l'amour en la fille d'Abel, Ruth Cohen, un sentiment qu'il garde secret comme un crime, 99. C'est un amour impossible à vivre, une autre bavure potentielle, selon la mère de Ruth, qui sait qu'une liaison entre un homme et une femme de clans différents ne sera jamais possible. Quelle bavure, mon Dieu, quelle bavure! 117. Dans son récit, Mohamed Haddadi nous rappelle que la tradition et le clan définiront toujours le destin de l'homme et de la femme kabyle. Valérie Orlando. Les Belles de Tunis, Paris Seuil, 1983, 347 p. Roman de Naïm Mati, 1940, Tunisie. Les Belles de Tunis racontent un siècle de domination française en Tunisie, de 1850 à 1956, à travers 3 générations de femmes. Cette grande fresque historique rappelle et complète par son côté féminin le roman autobiographique d'Albert Memmi. La statue de sel. L'un comme l'autre dressent un tableau de la vie des Juifs de Tunis dans la Hara, quartier qui leur était réservé et qu'ils devaient habiter jusqu'à l'arrivée des Français en Tunisie. La Hara, c'est à la fois le symbole de la protection dont jouissaient les Juifs en Tunisie, mais le statut de dhimis, de protégé, comportait aussi un côté dévalorisant pour le Juif, astreint à des obligations vestimentaires, financières, etc. Le roman est un récit qui se déroule de façon chronologique. Son style clair et sensible, sa composition linéaire en font une des œuvres maîtresses de la littérature judéo-maghrébine. Nous y trouvons un témoignage émouvant, bouleversant parfois d'une vie révolue puisqu'il n'y a plus guère de Juifs en Tunisie voire au Maghreb. En arrière-fond sont évoqués les jalons de l'histoire des Juifs en Tunisie. Avant l'établissement du protectorat français en 1881, le bey de Tunis, influencé par la Déclaration des droits de l'homme, formula en octobre 1857 le pacte fondamental qui accorde à tous les Tunisiens sans distinction de religion, les libertés fondamentales. Les Juifs purent enfin acquérir la possibilité d'ôter leur chapeau noir et de s'habiller comme bon leur semblait, à l'oriental ou à l'occidental. Ils eurent surtout la possibilité de vivre, s'ils le pouvaient, hors du ghetto, la Hara, 34. L'établissement de la première école de l'Alliance israélite, qui ouvre ses portes à Tunis en 1878, accélère l'occidentalisation par l'introduction de la langue et de la culture française. Les Juifs optent avec joie pour la France qui, pour eux, est plutôt libératrice, car elle leur apporte dans la mouvance de la Révolution française une totale égalité de droits et une promesse d'émancipation sociale. Si la Tunisie devient française, ce sera une bonne chose pour tous les Juifs. Peut-être pourrons-nous alors bénéficier du décret Crémieux et devenir français à part entière, comme les Juifs en Algérie ? 146. Myriam, née dans la Hara de Tunis, aux enfances misérables. Adoptée par le riche Caïd Nessim, le Juif à la chéchia rouge alors que le sol noir était autorisé aux non-musulmans. 14. Elle est certes promise à un avenir meilleur mais jusqu'à son adolescence, elle vit dans la Hara et dans la tradition des Juifs originaires de Tunisie, les Touansas. Ainsi, dès la naissance, c'est le fils qui est fêté et non la fille, qui est laissée pour compte. Celle-ci, dès qu'elle devient pubère, est destinée au mariage. La pauvre petite devait rester couchée sur sa natte, jour et nuit dans l'obscurité car une femme c'est comme une poule, pour qu'elle grossisse, il lui faut du noir. En effet, la femme promise au mariage doit être grosse pour faire honneur à la famille, ce sera le signe de sa fortune. Mariée avec dot et trousseau qu'on lui confectionne depuis sa naissance,
Elle doit alors être couverte de bijoux, signe de richesse et d'honneur. Ainsi, Taïta, la mère adoptive de Myriam, se décrit-elle avec fierté. J'avais mis mes bijoux, tous les bijoux que Nessim m'a donnés depuis qu'il est ministre, tous les cadeaux qu'il a reçus des bijoutiers des souks, tous. J'avais des bracelets en or, du poignet jusqu'ici, ajouta-t-elle en montrant son coude dodu. Les bagues, je ne t'en parle pas. Et les colliers, et les boucles d'oreilles. Tout j'avais mis sur moi. Même ma koufia sur ma tête, elle était en or. 5 poissons sur moi, fit-elle en s'appliquant la main largement sur le cœur. La vérité, dit Taïta, l'air un peu inquiet. Je ne sais pas ce qu'elles ont toutes, les Anglaises, les Françaises, les Italiennes, mais elles sont maigres qu'elles te font de la peine. Tu as envie de leur donner un peu d'argent pour faire un bon couscous. Ça, la vérité, je ne comprends pas. Et pas tellement de bijoux, les pauvres, non, presque rien. 81. Ce passage savoureux, truculent de vérité, souligne l'opposition entre les cultures occidentales et orientales. Il est un des exemples où l'on découvre au quotidien la mentalité tunisienne, pleine de pratiques imprégnées de superstitions et en particulier, la croyance dans le mauvais œil, qu'on peut conjurer grâce au chiffre 5 et aux poissons. D'autres pratiques nous sont dévoilées. Lors de l'inauguration d'une maison, il ne faudra pas oublier de mettre du sucre au coin des chambres. Nous découvrons la croyance envers les djinns, mauvais génies qui peuvent s'emparer de l'homme, et nous assistons à des séances où la danse et le rythme endiablé arracheront l'homme du sortilège. Pourtant, dans cette ara si démunie et miséreuse, où l'on vit sans eau et sans soleil, la solidarité et l'entraide sont courantes. Myriam, qui est une Touansa, va bientôt devoir abandonner sa famille adoptive, obligée de fuir la Tunisie à cause d'une richesse un peu trop frauduleuse. Elle sera élevée par Eugenia Henriquez, une grande dame d'origine livournaise, une Grana. Belle occasion pour Nain Moati de nous faire sentir le mépris qui oppose Grana et Touansas, l'Occident contre l'Orient. Aujourd'hui, ce sont ces Juifs livournais, les Rana, qui mènent à Tunis, c'est l'évidence. Ils daignent à peine vous dire bonjour, pour eux, vous ne valez pas plus que des Arabes. Ils vous méprisent parce que vous êtes dans ce pays depuis des siècles, tandis que viennent d'Europe, du Portugal, d'Espagne. Ils se croient modernes parce qu'ils adoptent et conservent la mentalité la plus occidentale qui soit. 33. Myriam épouse Moshe, et lorsque l'école de l'Alliance israélite universelle ouvre à Tunis, elle et son mari y seront les premiers instituteurs. Les Juifs vont-ils définitivement tourner le dos à la culture orientale ? Il est vrai que même parmi les Touansas, la femme juive fait figure d'émancipée par rapport à sa sœur musulmane. Elle n'est pas cloîtrée dans sa maison ni condamnée à regarder la rue à travers un moucharabier qui la protège des regards indiscrets. Elle peut sortir, faire ses courses, avoir des amis à qui elle rend visite, etc. Cependant, elle baigne encore dans une culture qui peu à peu va lui être ravie puisqu'on va lui imposer l'idéal occidental, sans rien vouloir retenir de son riche patrimoine, jugé archaïque et démodé. Myriam et Moshe auront une fille, Maya. Celle-ci, jeune fille de la 2e génération, vit les heures dorées de l'entre-deux-guerres avant d'affronter l'occupation allemande. Enfin, la dernière de la lignée, Marine, la fille de Maya, connaît un amour tragique. Ici, en arrière-fond, se profile la guerre d'Algérie qui emporte le jeune Fouad dont Marie est amoureuse. Le roman se termine au moment de l'indépendance de la Tunisie. C'est le départ pour presque tous les Juifs qui quittent définitivement le pays. Tu ne seras pas la seule à y laisser ton cœur, ma chérie. Chacun de nous devra y abandonner son histoire, son passé, ses morts. 345. Le génie de Nain Moati aura été de faire revivre ce passé, à jamais perdu mais resté vivace dans la mémoire grâce à de tels témoignages. Lucette Heller Goldenberg. Besam Mucho, Paris Gallimard, 1998, 174 p. Roman d'Annie Cohen, 1944, Algérie. Besam Mucho pleure la mort d'une mère trop vite disparue. C'est une méditation sur l'angoisse de la rupture et un examen de conscience où s'entremêlent la tristesse et la joie, les remords et les réjouissances des moments passés et présents. La séparation intensifie la solitude de la narratrice et déclenche une remontée dans le passé, dans un vaste cimetière du temps qui la hante, mais la sollicite aussi dans son débordement. Le récit réussit à suivre une chronologie linéaire, alors que la structure en 5 parties épouse les vagues de la chanson Besam Mucho avec laquelle sa mère a bercé son âme depuis les premiers battements de son cœur. L'expression et le rythme espagnol,
qui rappellent les origines andalouses, détermineront comme une ligne mélodique en filigrane sur laquelle s'inscrira la trame narrative. Dans la première partie, où commence l'inventaire de ce qui ne sera jamais plus comme avant, 21, il s'agit de souvenirs chargés d'émotions vives, tous imprégnés d'une douleur lancinante. Non, la mort ne peut unir, elle brise et désunit. 119. Perdue dans le monde, la narratrice souhaiterait s'exiler dans le pays de la langue de Bésame. Tandis que ses plantes s'étiolent sur le balcon, elle fait venir l'ancienne femme de ménage, sachant bien qu'elle lui parlera de sa mère, l'âme de son âme. Dans son irrésistible désir de rapprochement, elle a la singulière idée de s'installer dans une chambre donnant vue sur la pierre tombale de sa mère. Son refus d'accepter cette mort ne lui permet pas de vivre dans la durée. Elle s'enferme dans un instant énigmatique, un même instant indéfiniment répété, intensément revécu dans un temps devenu mythique. Un pathétique rituel clôt chaque journée. Le soir, à 22h précises, elle serre le polo noir porté le jour de l'enterrement, et elle embrasse la déchirure au bord de la couture. Puis, elle espère le coup de téléphone, mais il n'y aura pas de sonnerie. Ses yeux interrogent chaque objet, chaque vêtement, chaque bijou de la défunte. Souvenirs et rituels se conjuguent pour accuser l'absence et forcer l'introspection. Comment parvenir à vivre sans sa mère, à affronter la mort? Cette thématique rappelle la dentelle du cygne, où l'on retrouve également la relation mère musicienne et fille anorexique. L'écriture ici s'élève à de magnifiques images, et la portée universelle de l'histoire surgit d'une expression poétique. Bien des souvenirs de sa mère sont plutôt suggérés qu'exprimés. Ils surgissent comme une surimpression lorsque la narratrice revit ou relate un événement, un moment de sa propre vie. On repart de zéro et on recommence. On revient au temps de Bésame, au temps où elle chantait Bésame mucho quand j'étais dans son ventre, et puis on s'en mange comme il faut. On sort d'abord la tête et on respire normalement. Ça peut durer indéfiniment le temps du ventre, 68. Elle prétend haïr les souvenirs, mais elle ne cesse de se souvenir. Pour exorciser certaines déceptions, certains regrets, certains remords de fille ingrate qui la tenaillent, elle revoit tout ce qui se serait passé dans le monde le jour du décès. Elle est fascinée par la couverture médiatique des faits divers effrayants, tels les cataclysmes naturels ou les crimes violents qui produisent un grand nombre de victimes et de morts. Mais si elle peut servir de dérivatif, sa sensibilité à la tristesse collective n'est pas un palliatif tout à fait efficace. L'expérience ne sert à rien. Et la vie passe sans que l'on sache comment s'y prendre. Elle est partie ailleurs pour toujours dans une tenue rose. Calée à sa pierre tombale, j'essaie d'entendre ce que je n'avais pas entendu, 75. Elle revoit et ressent la simplicité, l'assiduité et la sagesse de sa mère, véritable centre de la famille comme le cœur, mais aussi centre de renseignement sur chacun des enfants, responsable de la cohésion, de la solidarité du groupe. Au rappel pénible de la maladie et de la mort de la mère avant Noël, s'élève la complainte d'une Espagne perdue, Viva España, ou d'une passion perdue, Yo no sé por qué te quiero, le tout lié à l'étreinte mémorable au cours d'un tango. On avait dansé elle et moi, une fois, sur le tapis de la salle à manger, un tango, la Paloma ou Caminito ou le tango bleu. C'est moi qui la guidais, fermement. Personne ne nous gênait, ni les enfants ni les petits-enfants. Elle suivait avec souplesse, pas du tout étonnée, sans savoir combien ces quelques pas dans mes bras allaient torturer ma mémoire. On aurait dû passer sa vie à danser, à écouter des tangos. Apprendre à mourir, Bésame, apprendre à vivre, Bésame mucho, 101 à 102. Sa velléité de rejeter tous les plaisirs mondains en signe d'amour posthume n'apporte aucun soulagement à son désarroi. L'envol vers l'Espagne, en particulier l'Andalousie à la fin du mois d'août, lui permettra de connaître davantage la terre natale de sa mère. Elle pourra même entendre parler la langue de Bésame 165. Le baume sera salutaire et la vie la sollicitera à nouveau, même s'il reste des larmes, car elle ne pense qu'à ça, à sa mort. Nomedej, Madre mia. Nonodej. 168. Ce séjour bienfaisant aura été un tournant dans sa vie. Il l'aura définitivement ranimée et projetée vers l'avant. Dès son retour à Paris, la présence et l'épanouissement des plantes signalent le début d'une renaissance. Elle accepte son destin et reprend goût au plaisir qui précédemment l'intéressait. En demandant aux tziganes du marché de la rue Mouffetard de lui jouer Bésame mucho,
Elle affirme sa volonté d'assumer son passé comme elle exprime aussi son désir de le prolonger dans le présent et l'avenir. Le deuil paralysant est terminé, et la vie peut s'exprimer librement dans l'ardente chanson. Besame, besame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Besame mucho. Que tengo miedo perderte después. Besame, besame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Besame mucho. Que tengo miedo perderte después 174. Ainsi, deux variations de temps pour un même chant, deux rythmes accordés aux pôles extrêmes de la sensibilité. Le continuum mélodique a assuré le triomphe de l'énergie vitale. Suzanne Crosta. Les Boucs, Paris 2 Noël, 1955, 183 p. Roman de Driss Khraibi, 1926 Maroc. Driss Khraibi est le premier écrivain maghrébin qui, dans une œuvre de fiction, a donné voix aux exclus du pouvoir et de la parole, aux immigrés maghrébins en France. Ce texte, comme son premier roman, perturbe les consciences, contestant cette fois-ci l'Occident. Le récit retrace la vie de Yalan Waldik, un néo-intellectuel qui se propose de traduire les misères, les détresses des travailleurs kabyles, en une espèce de témoignage, 65. Parlant le français et sachant l'écrire, Waldik dédie à ses sacrifiés du destin son manuscrit rédigé en prison puisque de ses 8 ans en France, il en a passé 5 en prison et 3 entre deux portes de prison, 88. Les déracinés, les exilés, les marginaux sont révélateurs de son parcours d'écrivain marginal. Suivant l'enseignement d'un catholique de Beaune, allusion à Saint-Augustin, le petit cireur algérien Yalan Waldik réussit à persuader son père de la vente de son dernier bout. L'argent lui servira à se rendre en France, à apprendre le grec et le latin, et ainsi à devenir un homme 181. Grâce à l'intervention de sa compagne, la petite Française Simone, dont il a un fils, Fabrice, Yalan est mis en contact avec Mac Omak, journaliste politique, spécialiste des problèmes nord-africains et auteur du roman La Sainte Famille. En tant qu'expert, Mac suggère à Yalan de renoncer à son projet littéraire car son écriture pleine de haine et de révolte révèle une inaptitude psychologique, et ce n'est pas ainsi qu'on fait de la littérature. De plus, Mac fait œuvre de charité et paye le billet d'avion de Yalan pour qu'il rentre au pays et ne revienne jamais en France. Il reviendra pourtant, emmené chez les Boucs par son ami Raos, nom dont la signification en allemand est Oust. Prenez la porte. Khraibi, alias Waldik, ne peut se contenter de rester purement et simplement un bico, selon l'exigence de Mac. Le contact avec la culture et la civilisation occidentale lui a appris à tout mettre en doute avec un esprit cartésien, l'a initié à la liberté et au sens critique. En soulignant l'existence en France de 300 000 bicots, de 20 000 tonnes de souffrance, de ceux qu'on trouve à la périphérie de la respectable société, Khraibi remet en question le concept de haute civilisation et dénonce les limites de la liberté, de l'égalité, de la justice, de la fraternité. Malgré la loi votée en 1946 sur le statut de l'Algérie, dont l'une des dispositions accordait la citoyenneté française aux Algériens, leur permettant ainsi de se rendre en France sans passeport, les Kabyles demeurent doublement marginalisés. D'abord par la communauté française au milieu de laquelle ils vivent et qui les traite d'intrus et d'étrangers, ensuite par le discours assimilateur des puristes arabophones qui les réduisent à des objets. Khraibi décrit la complexité du pluralisme ethnique, de la diversité culturelle et du multilinguisme au Maghreb, situé à la croisée des civilisations, des langues et des cultures. Les Boucs sont le symbole de tous les promus au sacrifice. Les nègres en Amérique, les Juifs dans le Proche-Orient, musulmans de l'Inde, esclaves de l'ancienne Rome, 177. Chargé des fautes d'autrui, le bouc émissaire emporte le mal. Il représente la tendance de l'homme à projeter sa propre culpabilité sur un autre et à satisfaire ainsi sa propre conscience qui a toujours besoin d'un responsable, d'un châtiment, d'une victime. Afin de se libérer, il faut comprendre et dans ce contexte, Khraibi réclame le dépassement des régionalismes et des taxonomies arbitraires selon la nationalité, le sexe, la race, l'ethnicité, la religion ou la culture qui sont des constructions artificielles. L'écrivain ne s'érige pas en porte-parole, puisqu'il fait partie de la mosaïque indistincte des Nord-Africains. Il a vécu comme elle, littéralement, et son empathie est présente partout dans le roman. Bien plus, au sens où l'entend Auerbach, les Boucs figurent par excellence l'autoreprésentation,
car l'écriture participe du parcours initiatique du personnage narrateur. C'est toute une mise en scène où les rapports à l'écriture, au statut d'écrivain, toute la problématique de l'écrivain maghrébin, de sa pratique scripturaire avec ses questionnements ontologiques et psychologiques sont présents. Yalan est l'écrivain aliéné par l'Occident qui le conduit à se révolter contre sa religion, sa société d'origine et ses valeurs, et à opter pour la culture et la civilisation de l'autre. Il est le bouc émissaire, le souffre-douleur, le témoin vivant, le colonisé qui déconstruit le travail idéologique de son exclusion en tant que sujet. Ce qu'on lui nie, c'est la position de sujet de l'écriture. Et les explications de Mac à Simone laissent transparaître que la raison de son exclusion se fonde justement sur la politique de traduction implicite dans les textes coloniaux étudiés, à savoir la relation sauvage-civilisée. De plus, son nom en tant que personnage, Yalan Waldik, n'est que la transcription en graphie latine d'une insulte grave en arabe qui signifie « maudit soit ton père ». Dans une société patrilinéaire où le nom du père est d'une importance capitale, l'absence du sceau bénéfique du père signifie la mort sociale de cet enfant. Le patronyme infamant est une hérésie totale. L'enfant né dans un tel contexte de bannissement social sera maudit, un enfant illégitime dont le nom contient la malédiction. Les titres des 3 parties du livre, copyright, imprimature, nihil obstat, sont emblématiques, visant le statut, les droits d'auteur de l'écrivain maghrébin, ce bâtard culturel qui n'a aucun droit sur son récit de vie. À l'instar des boucs, qui avaient compris la chance qui leur était offerte de se servir de leur misère comme d'un couteau et ils s'en étaient violemment servis, coupant tout ce qui pouvait les relier encore à l'homme, à un passé, à un avenir et à une vie d'homme, ibidem, le petit cireur algérien qui s'est instruit dans la langue de la civilité la transforme en lame. On le voit, il est question d'une esthétique de la lame qui sépare et unit à la fois, qui fait le partage et est partagé. Le sacrifice pour la fête du Ramadan, moment de purification et de rapprochement communautaire, s'intègre dans la conception cyclique du temps, redonnant aux boucs l'espoir d'une nouvelle vie, leur âme spirituelle. C'est à cette espérance d'un monde nouveau, s'acceptant, se respectant, se découvrant dans la différence qu'équivaut l'écriture. Presque 5 décennies après sa publication, le roman continue à étonner par la virulence de la dénonciation et par son actualité. D'autres écrivains comme Mohamed Khaireddine, Tahar Benjeloun, Rachid Boujedra ont repris cette problématique brûlante. Leurs textes, le déterreur, l'hospitalité française, la plus haute des solitudes, la réclusion solitaire, topographie idéale pour une agression caractérisée, ont une parenté directe entre le destin de l'émigré et celui de l'écrivain maghrébin exilé en France. Lucie Trifou. La bougie et les galeries, Alger, édition Al-Jaïdia, 1995, 207 p. Roman de Tahar Ouettar, 1936, Algérie. La bougie et les galeries introduit le lecteur dans l'actualité tragique de la société et met en exergue le conflit identitaire qui ronge les esprits. Le roman veut témoigner des convulsions auxquelles l'Algérie est en proie actuellement. Par leurs rencontres furtives, les 3 personnages clés du roman approfondissent le malaise et traduisent l'impossibilité de communiquer. Le texte repose sur 2 catégories antinomiques, la lumière et l'obscurité que symbolisent la bougie et les galeries. Le consensus sur le sens de la vie a été rompu dans une société qui accède à l'émancipation politique grâce à l'utilisation de la violence et dont les problèmes identitaires ont été escamotés par l'urgence ou les calculs politiques. Le héros est un poète qui écrit en français et qui vit dans une société nivelée par le bas. Prenant la vie trop au sérieux, il a fini par vivre en totale rupture avec ses semblables et même avec le sens commun. Cette attitude accentue sa marginalité, son malaise et son déchirement. Le poète essaie de se déterminer face à l'irruption d'un mouvement populaire. Comme pris dans un piège, il tente de répondre aux multiples questions qui taraudent son esprit d'intellectuel à l'identité multiple, lui qui a été au lycée franco-musulman. Détenteur d'un capital symbolique tiré de ses innombrables lectures, il essaie de comprendre. Faut-il s'engager ou s'opposer ? Faut-il se soumettre ou se démettre ? L'expérience est celle d'un personnage qui s'inscrit dans l'universel, mais qui se trouve pris dans une agitation politique qui veut le retenir dans le particulier avec tous ses archétypes religieux. Le roman d'Ouettar comprend 2 parties, la galerie des galeries et la bougie.
Le texte se présente comme une série de tableaux qui se succèdent dans une discontinuité narrative et temporelle. La focalisation alterne entre la première et la troisième personne du singulier, afin de rendre invisible le narrateur omniscient. C'est l'urgence du témoignage qui inspire cette démarche. Question de mettre en évidence la rupture intérieure qui agite les personnages. Autour du poète, il y a Zoheira, une jeune fille portant le hijab, en quête d'un travail ou d'un mari, ou les deux à la fois, et Ammar Ben Yasser, un émir qui lui sert d'interlocuteur auprès du groupe contestataire. Le poète distingue Des fréquentations du fait qu'il est un célibataire endurci et solitaire, contrairement à la jeune fille et à l'émir, qui appartiennent à des familles et à des groupes sociaux précis. Zoheira, personnage intermédiaire entre deux mondes, celui du poète et celui d'Ammar Ben Yasser, symbolise la bougie qui illumine le cœur du premier et lui fait découvrir l'amour. Le héros sera fasciné par sa beauté de type égyptien, pharaonique, afro-asiatique et par sa maîtrise de la langue arabe. Cette rencontre fera ressurgir sa culture ancestrale avec ses invariants et ses archétypes. En plus du surnom de Mahatma Gandhi, qu'il avait jadis acquis au lycée franco-musulman, elle lui a ajouté celui de Haroun Rachid. En clair, il est la source de l'obscurité qui doit aller en quête de lumière chez les autres, notamment chez Zoheira. C'est la situation politique créée en juin 1991 et l'extraordinaire mobilisation des manifestants regroupés sur les places publiques, et surtout leur mot d'ordre d'essence divine qui suscite son éveil. Fasciné par l'irruption du religieux sur la place publique, le poète essaie de communiquer avec ses deux amis en se mettant sur le terrain de la rationalité. Mais son élan sera brisé par la récupération idéologique au début, puis par la liquidation physique qui s'ensuit. Jeune fille pleine de tendresse, belle comme El Kouzayran, la mère de Haroun Rachid, Zoheira se présente comme un moment de lumière, de vérité, d'affirmation de soi. Par sa présence, il pourra échapper à la castration sexuelle, politique et culturelle, et peut-être retrouver le paradis perdu. En revanche, Ammar Ben Yasser est le symbole de la révolte contre le père. Ce militant, convaincu de la nécessité de l'avènement de la République islamiste, lui apporte aussi la contradiction, mais il est conciliant avec lui au point qu'il le cite comme le premier martyr de cette République en devenir. Il apparaît que la structure triangulaire représentée par ces trois personnages est perturbée par l'existence de la langue française et par les tenants de cette langue, qui jouissent de toutes les faveurs du système politique, mais aussi par l'obscurité qui enveloppe cet espace communautaire. Quoi qu'il fasse, ces deux éléments l'installent incontestablement dans le conflit et le déchirement. Tel est peut-être le sens du témoignage qu'a voulu inscrire Tahar Ouettar, dans La bougie et les galeries. S'agit-il d'un roman à thèse ? Le roman mérite certainement plus d'une lecture. Au-delà de l'explicite qui transparaît à travers le tissu textuel, il y a un non-dit, une ambiguïté que l'auteur lui-même n'arrive pas à cerner. Comme quoi, à trop vouloir manipuler la bougie, on risque facilement de provoquer un incendie. Mohamed Daoud. C. Cannibale, Paris, Fayard, 1999, 216 p. Roman de Maï Bine, 1959, Maroc. L'anecdote dans ce roman appartient aussi, hélas, aux faits divers les plus sombres comme aux faits de société les plus cruels du XXe siècle finissant. Il s'agit d'immigration clandestine quelque part sur la côte tangéroise. Sur cette côte du nord marocain, la rive espagnole de la Méditerranée est la terre promise. Il y a d'un côté les passeurs, et de l'autre les candidats au passage. L'échec est au bout de la nuit. Nos héros malheureux s'en retourneront au Café de France, à Tanger, rêver à ce monde encore inaccessible. Cannibale, le titre de ce roman, est tout juste métaphorique. Les cannibales sont ces passeurs, faussaires de l'espérance, fossoyeurs de l'espoir. La technique est au point. Des rabatteurs jusqu'aux soi-disant marins, complices des Espagnols, emmèneront les passés vers leurs rêves. Azouz, l'un d'entre eux, est aussi le narrateur. Il dresse le portrait et établit les biographies minuscules de ses compagnons d'infortune. Ils sont 8 petits nègres désespérés et fous d'espoir, des risques tout partis sans se retourner ou presque. Il y a Azouz et son cousin Reda, faible, malade, un poids qu'on voudrait abandonner et qu'on ne peut pas. Noira, cette jeune Algérienne et son bébé,
n'a de cesse de vouloir retrouver son Souleymane quelque part dans la banlieue parisienne. Il y a Kassem Djoudi, l'Algérien de Blida, Youssef le Marrakchi habitant de Marrakech, et les deux Maliens, Pafadé Nahem et Yarsé. Certains sont des récidivistes du passage clandestin et s'en font un titre de gloire. Car l'infortune c'est comme l'éthique. Lorsqu'elle prend racine quelque part, il est très difficile de l'en extirper. 19. Que faire dans cette nuit sans lune, dans l'attente du bateau, dans les bruits de la mer? Que de la peupler des fantômes du passé que l'on veut oublier à tout prix mais en vain. Azouz raconte les destins minuscules de son cousin Reda et de son jumeau. Face à la misère, il n'y a pas de fuite, pas de suicide. Mais non, l'amour de soi est plus développé chez nous qu'ailleurs. Nos compatriotes préfèrent mourir à petit feu, d'usure et de désolation. Cette sentence ne s'applique pas aux jumeaux et encore moins à Azouz. Pour une bêtise quelconque, le jumeau de Reda est trop sévèrement puni par la mère. Il sera amputé des deux mains. Même si je voulais faire des bêtises, je ne pourrais plus, constate avec candeur le jumeau. La mère se jettera dans le puits. Le jumeau ira à Marrakech. Il fera partie de la cohorte des gamins estropiés, mendiants professionnels sous la coupe de Sidi Magdoul. Le sort est plus favorable pour Azouz. Sa réussite scolaire le mène chez les bonnes sœurs. Auprès de sœur Bénédicte, Azouz goûte au confort et surtout au bonheur d'apprendre. Il dévore la littérature française. Tous les espoirs sont permis, mais un beau jour débarque son cousin Reda. Quant à Youssef le jeune Marrakchi, trop soucieux du bien-être de sa famille, il tente de laisser derrière lui son père, se chaouche aux compromissions fatales et ses deux épouses. Pafadé Nahem, malien de la tribu des Soninké, a reçu l'argent nécessaire de son cousin pour le rejoindre en France. Mais du Mali à Tanger, de Tanger à Mantes-la-Jolie, les embûches ne manquent pas. Et Pafadé Nahem se rappelle la sagesse villageoise. Chacun de nos rêves est gardé du côté droit par un ange, du côté gauche par un djinn. Au détour de ces vies minuscules, Azouz, le narrateur, épingle les rapports entre l'Occident et l'Afrique, entre la France coloniale et ses colonies. Souleymane, l'homme de Noira, est la providence financière de toute une famille dans le bled. Yarsé, le second malien, est masseur pour milliardaires blancs aux mœurs douteuses. Et ces étrangers, que venaient-ils chercher dans notre misère? Deux mondes étrangement étrangers, les uns fuyant la misère, les autres y trouvant comme un ressourcement dans le dénuement. Cannibal tient beaucoup du reportage, du documentaire. Mais la part romanesque donne une dimension plus vraie à ce reportage. Les règles du théâtre classique sont respectées. L'unité de lieu, le bord de mer, mérite qu'on s'y arrête quelque peu. La mer, associée à la nuit, aux rochers, au vent, à la brume, au froid, nous fait penser à des ciels à la Hamlet. Un français classique, à la phrase ample, donne une dimension poétique aux descriptions. La construction est parfois elliptique, ramassée jusqu'à la formule pour être plus acérée. Enfin, les portraits psychologiques sont d'une grande finesse et en même temps d'une grande tendresse. Norbert Bellange. La caravane des chimères, Paris, Olivier Orban, 1990, 345 p. Roman de Fawzia Zouari, 1955, Tunisie. La caravane des chimères suit l'évolution d'un personnage historique, Valentine de Saint-Point, 1875 à 1953, une Française conquise par la civilisation arabe qu'elle rencontre d'abord lors de son périple en Espagne et au Maroc. Cette femme libérée et anticonformiste passe par la vie mondaine et les plaisirs des sens et du corps, pour arriver à la spiritualité alors qu'elle est dégoûtée des excès du matérialisme européen et des horreurs de la guerre. Influencée aussi par Voyage en Orient de Lamartine, son arrière-grand-oncle, elle suit les pas de son illustre ancêtre et choisit d'habiter en Égypte, alors colonie britannique, dans le but de rapprocher les civilisations de l'Orient et de l'Occident. Valentine rejette les abus du colonialisme et valorise la civilisation du Moyen-Orient et ses héroïnes. En Égypte, Valentine et ses amis français rencontrent plusieurs exemples d'oppression par le colonisateur britannique. Dans un premier incident, Wakwid, un jeune étudiant innocent, est martyrisé. Dans un deuxième épisode, Jeanne Canudo, l'amie de Valentine, est frappée par l'attitude raciste des Anglais envers les Arabes. Le discours colonial définit les Arabes comme des sauvages, trop bêtes pour apprécier la culture européenne. Un troisième incident illustre l'injustice et l'oppression inhérentes au pouvoir colonial.
Aziza est une paysanne humble et courageuse, atteinte d'une balle dans la jambe alors qu'elle essaie de protéger son pigeonnier des soldats anglais. De fil en aiguille, la confrontation devient rapidement fatale. Le mari d'Aziza vient à sa défense, les soldats brûlent la maison, les voisins chassent les Anglais. Lorsqu'un des soldats meurt, d'une insolation, 5 voisins égyptiens et le mari de la paysanne sont condamnés à mort et les autres résistants sont emprisonnés. Le triste sort de la femme colonisée qui ose protester, même pacifiquement, et celui de tous ceux qui l'entourent expose l'injustice coloniale. Grâce au stratagème du voyage, le roman met en scène la situation politique et sociale en Égypte et au Proche-Orient et critique le colonialisme. En voyageant, Valentine se heurte à l'oppression et à l'injustice un peu partout au Proche-Orient. À Damas, elle observe la corruption du colonialisme français et à Jérusalem, elle apprend la complicité des Anglais dans l'entreprise sioniste. Bien que Valentine admire les manifestations visibles de l'héritage islamique, comme les monuments en Égypte et l'architecture mauresque en Espagne, elle est davantage attirée par le spiritualisme arabo-musulman. Valentine arrive en Orient après avoir rejeté le matérialisme de l'Occident et les excès de son industrialisation. Les États-Unis se présentent comme cible, offrant le pire exemple, ce pays à l'industrialisation galopante où matérialisme et capacité à faire fortune avaient force de loi, 165. Quoique chrétienne de naissance, Valentine de Saint-Point rend à la civilisation islamique un hommage suprême lorsqu'elle adopte l'islam et emprunte le nom de Rohiya Noureddin. Plusieurs images puissantes renforcent le concept du spiritualisme de l'Orient. Le désert envahit l'esprit de Valentine. C'est dans le désert qu'elle est initiée à la danse des derviches. Avec la spiritualité, la liberté s'inscrit dans le désert, dans le symbole du cavalier fier comme un prince. La caravane des chimères rassemble un groupe de personnages féminins d'origines diverses. Valentine n'est que la dernière d'une série de personnages européens passionnés, eux aussi, par l'Orient. Cette liste inclut l'illustre Lamartine et sa fille Julia, autre femme éprise de liberté et de la civilisation arabe, la fameuse Lady Esther Stanhope, Lawrence d'Arabie, Bonaparte et René Guénon, philosophe converti lui aussi à l'islam. La caravane des chimères ne manque pas d'élever l'étendard féministe, en faisant le portrait de plusieurs personnages féminins vaillants. Valentine, surnommée l'Amazone, évoque cette autre Amazone dont l'histoire est privilégiée par le roman, la reine légendaire de la Grande Chaldée. Zénobie avait réalisé l'empire des chimères de Valentine, unifiant les peuples d'Orient en une seule nation et lançant le défi aux empires égyptiens et romains. À côté du personnage fictif, la paysanne égyptienne Aziza, on voit aussi les courageuses féministes égyptiennes d'avant la lettre. Valentine n'embrasse cependant point le féminisme aveuglément. Elle signale l'infériorité des résultats du mouvement féministe français, et conseille aux féministes égyptiennes de garder leur spécificité et de développer un modèle singulier de féminisme égyptien, indépendant des féminismes européens. Par ses conseils, Valentine indique les similarités entre les mouvements féministes et anticoloniales. Dès lors, la question qui se pose serait une question universelle: comment évoluer sans perdre ses racines? Laura Gelunt. Les carnets de Sherazade, Paris, Stock, 1985, 286 p. Roman de Leila Sebar, 1941, Algérie. Ce roman, où l'on retrouve le personnage principal de Sherazade, 17 ans, brune, frisée, les yeux verts, Stock, 1982, du même auteur, relate le périple géographique de l'héroïne, en quête de toutes les traces d'un passé historique et culturel constitué d'échanges féconds entre civilisations et individus d'Orient et d'Occident. À Marseille, où il a fait une livraison et abandonné son rêve de s'exiler à Mayotte, Gilles découvre dans son camion bleu gauloise une jeune fille endormie, négligée mais attendrissante, Sherazade. En fuite depuis l'arrivée des gendarmes sur les lieux de l'explosion de la voiture de son ami Pierrot, qui appartenait à une organisation politique clandestine, elle vagabonde depuis des mois sur les routes de France. Quand débute le roman, Sherazade a renoncé à son projet de voyage en Algérie. Elle a choisi de parcourir la France en suivant l'itinéraire de la marche des beurs qui avait eu lieu de Marseille à Paris, en passant par Lyon, Strasbourg et Lille. Dans son carnet rouge, qui n'est pas vraiment un journal et dans lequel elle écrit dans tous les sens à l'encre violette, la jeune fugueuse a noté tous les noms de villes et de villages à traverser.
Pour convaincre Gilles de la prendre comme passagère dans son camion, Scheherazade, à l'image de son ancêtre littéraire, s'engage à lui raconter des histoires chaque fois qu'il s'ennuierait. Séduit par le regard de la jeune fille, Gilles accepte. Débute alors leur périple à deux pour une durée de 7 jours, suivant le vœu de Scheherazade, qui est fasciné par ce chiffre magique. Au fil des discussions, Gilles, originaire de l'île de Ré, raconte sa vie, son enfance, sa vocation ratée de marin. Il évoque les femmes aimées, Estelle, Emma, Marie, tout en écoutant la radio car il a ses heures, ses émissions, ses animateurs. Il relate aussi son mariage et son divorce avec Francine, une fille de l'île de Ré, avec qui il a eu une fille, Mariette, qu'il voit de temps en temps et à qui il envoie des cartes postales qu'elle collectionne. Quant à Scheherazade, elle retrace pour Gilles son périple le long de la Loire vers l'Atlantique, de la Dordogne à la Garonne jusqu'à Toulouse et Marseille. Cette traversée à pied de la France a été nourrie de rencontres diverses et éphémères. Scheherazade parle de Basile, l'ami de Pierrot, rencontré par hasard à Nantes, d'un Kabyle qui lui a rappelé son père, d'une famille de bourgeois chez qui elle a été fille au père et dont les fillettes lui ont donné la nostalgie de ses propres sœurs, de Michel, passionné d'histoire médiévale et d'histoire des religions avec qui elle a repris l'itinéraire des Sarrasins dans le sud de la France, de Fernande, une fermière généreuse qui s'est prise des affection pour elle, de Francette, une jeune fille de ferme qui lui a confié son secret, de Marie avec qui elle a effectué un bout de chemin. De même, Scheherazade évoque les rencontres imaginaires, celles qui lui ont permis de dialoguer avec Adjani, Godard et surtout Naipaul, écrivain vagabond, attaché à 3 continents par son métissage. L'errance à travers la France a été aussi l'occasion pour Scheherazade de lire de nombreux récits de voyage, qui, à l'exception du Tour de France de Flora Tristan et du Paradis des infidèles du Turc Mehmed Effendi, ont tous pour point commun de retranscrire des voyages en Afrique ou en Orient. De la même façon, Scheherazade fait découvrir à Gilles des peintres, Loti, Fromentin et Ingres, notamment leurs portraits d'odalisques ou de femmes orientales. Dans tous les cas, ces rencontres réelles ou rêvées, ces lectures et ces œuvres d'art évoquées de façon prolixe symbolisent une rencontre de continents et de civilisations, façonnent une histoire culturelle émiettée, faite de métissages divers, de tolérance et de désir de l'autre. Ce trajet verbal, entre réel et imaginaire, vient compléter, ponctuer et enrichir le voyage au présent qu'effectuent Gilles et Scheherazade, voyage qui, de façon identique mais dans une direction géographique inversée, les mène de relais de routiers en musée, d'hôtels en concerts et autres spectacles. 2 voyages sont ainsi racontés, l'un au passé, l'autre au présent, dans une France contemporaine revisitée et reconstruite grâce, d'une part à l'histoire, l'art et la littérature et d'autre part, au lyrisme et à la fabulation de la jeune fille. Le roman, découpé en 7 chapitres qui correspondent aux 7 jours du voyage, de lundi à dimanche, semble construit de façon linéaire d'un point de vue temporel et spatial. Mais en réalité, il est constamment démembré par les nombreuses digressions et les continuels dialogues entre les 2 personnages, lesquels donnent au récit une complexité et une facture orale qui n'est pas sans rappeler les origines de Scheherazade. Ainsi, l'écriture même en langue française épouse l'oralité orientale et contribue à parfaire le projet de métissage culturel du personnage comme de l'auteur. Lila Ibrahim. La ceinture de l'ogresse, Paris Segers, 1990, 234 p. Recueil de nouvelles de Rachid Mimouni, 1945 à 1995, Algérie. Avec la ceinture de l'ogresse, Mimouni utilise une écriture soucieuse de son économie, apurée de toute scorie, évitant les redondances, à l'habit, et choisit un genre qu'il négligeait jusqu'alors, la nouvelle. Dans les 7 nouvelles qui composent le recueil, l'écrivain reprend un sujet. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.